French Translation. Imaginez que vous franchissiez les imposantes portes en chêne d'un haut château médiéval, dont les murs de pierre s'élèvent majestueusement vers le ciel, que des bannières flottent au sommet des tours et qu'à l'intérieur vous attende la promesse d'une vie noble et romantique. C'est le fantasme que des siècles de légendes, de contes de fées et de films hollywoodiens ont tissé dans notre imaginaire collectif. Mais si je vous disais que la réalité de la vie privée dans un château médiéval aurait été votre pire cauchemar? Dans cette exploration, vous découvrirez la vérité choquante sur ce qu'était réellement le quotidien dans ces forteresses de pierre, et pourquoi même le plus passionné des médiévistes y réfléchirait à 2 fois avant d'échanger le confort moderne contre la vie de château. Dans un instant, nous lèverons le voile sur la dure réalité qui faisait des châteaux médiévaux des lieux inconfortables, insalubres et souvent invivables. Vous découvrirez bientôt le froid glacial qu'aucune cheminée ne parvenait à dissiper, le manque d'intimité étouffant qui signifiait que même vos moments les plus personnels se déroulaient sous un œil vigilant et l'odeur nauséabonde qui imprégnait chaque couloir de pierre. Nous explorerons le fléau de la vermine qui partageait votre lit, l'obscurité qui vous engloutissait chaque nuit, et la menace constante de la violence qui pouvait anéantir votre monde en un instant. Ceci n'est pas le récit romancé de chevaliers et de dames dansant dans des salles éclairées par des torches. C'est la vérité brute sur la vie dans un château médiéval, tirée de découvertes archéologiques, de chroniques d'époque et de recherches scientifiques modernes. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage à travers la réalité complexe de l'existence castrale, en examinant les facteurs politiques, économiques, sociaux, techniques et culturels qui rendaient ces édifices imposants bien plus adaptés à la guerre qu'à la vie quotidienne. À la fin, vous comprendrez pourquoi, malgré toute leur splendeur architecturale, les châteaux médiévaux étaient des forteresses froides, humides et infestées de maladies qui mettaient à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Commençons notre exploration par l'inconfort le plus immédiat et le plus inévitable qui vous aurait accueilli dès l'instant où vous auriez pénétré dans un château médiéval. Le froid incessant, un froid qui vous pénètre jusqu'à la moelle des os. La première sensation qui vous aurait frappé en entrant dans un château médiéval n'aurait pas été l'émerveillement ou l'admiration, ça aurait été le froid, un froid mordant, inéluctable, qui s'infiltrait dans vos os pour ne jamais vraiment vous quitter. Dans cette section, vous découvrirez pourquoi les châteaux médiévaux étaient des environnements perpétuellement gelés qui transformaient la vie quotidienne en une lutte constante contre les éléments, et ce que cela révèle sur les priorités de l'architecture médiévale. Derrière ces températures glaciales se cachait un conflit fondamental entre la nécessité militaire et le confort humain. Les châteaux médiévaux étaient avant tout construits comme des structures défensives et non comme des résidences douillettes. Les caractéristiques mêmes qui en faisaient des forteresses imprenables en faisaient également un cauchemar thermique. Les épais murs de pierre, capables de résister aux engins de siège et aux béliers, agissaient comme d'immenses dissipateurs thermiques, absorbant le froid extérieur pour le rayonner à l'intérieur. Selon les archives de l'époque et les analyses archéologiques modernes, ces murs, souvent d'une épaisseur de 8 à 20 pieds, 2,4 à 6 mètres, créaient un environnement intérieur qui restait frais même pendant les mois d'été. La conception architecturale ne faisait qu'aggraver le problème. Les hauts plafonds voûtés, essentiels pour créer d'impressionnantes grandes salles où les seigneurs pouvaient afficher leur pouvoir et tenir leurs assemblées, rendaient le chauffage de ces espaces presque impossible. La chaleur, comme tout moderne le sait, monte. Dans une pièce dont les plafonds culminaient à 40 ou 60 pieds, 12 à 18 mètres, la chaleur de toute source de feu montait inutilement vers les hauteurs, laissant les occupants grelotter en bas. Le volume d'air à chauffer dans ces pièces caverneuses était stupéfiant, et la technologie médiévale n'était tout simplement pas à la hauteur de la tâche. Les fenêtres constituaient un autre défi. Bien que vous puissiez imaginer des châteaux médiévaux avec de petites meurtrières laissant à peine passer la lumière, de nombreux châteaux plus tardifs possédaient de plus grandes fenêtres pour fournir de l'éclairage et permettre aux défenseurs d'observer les ennemis approchant. Ces fenêtres, grandes ou petites, n'avaient pas le luxe du verre pendant la majeure partie du Moyen Âge. Le verre était extraordinairement cher, un luxe réservé aux nobles les plus riches et principalement utilisé dans les églises. La plupart des fenêtres étaient couvertes de volets en bois, de parchemin huilé ou de fines feuilles de corne. Lorsque les volets étaient fermés pour se protéger des vents d'hiver, l'intérieur du château était plongé dans l'obscurité. Lorsqu'ils étaient ouverts pour laisser entrer la lumière,
des courants d'air glacial balayaient les couloirs et les pièces. La technologie de chauffage a évolué lentement au cours du Moyen Âge, mais elle n'a jamais résolu le problème de manière adéquate. Au début du Moyen Âge, avant le XIIe siècle, la principale source de chaleur était un foyer central au milieu de la grande salle. La fumée s'élevait par une ouverture dans le toit, une sorte de structure en forme de lanterne avec des fentes inclinées conçues pour empêcher la pluie d'entrer tout en laissant la fumée s'échapper. Ce système était en fait plus efficace pour distribuer la chaleur que les cheminées qui l'ont remplacé plus tard, car la chaleur rayonnait dans toutes les directions au lieu d'être aspirée par un conduit. Cependant, maintenir la chaleur dans une pièce de 40 à 100 pieds de long, 12 à 30 mètres, avec des plafonds voûtés, n'était pas une mince affaire, et les habitants subissaient l'irritation constante de la fumée en échange de la moindre chaleur qu'ils pouvaient capter. La cheminée fut inventée au cours du XIe siècle et représenta une avancée technologique majeure dans l'architecture médiévale. Les âtres ont commencé à apparaître au XIIe siècle et sont devenus de plus en plus courants au XIIIe siècle, mais ils étaient une commodité réservée à l'élite. Avant que des conduits de fumée appropriés ne soient développés, on perçait simplement des trous dans les murs extérieurs pour laisser la fumée s'échapper, ce qui entraînait des problèmes de refoulement qui remplissaient les pièces de fumée suffocantes. Même lorsque la technologie des cheminées s'est améliorée, les âtres sont restés beaucoup moins efficaces pour le chauffage que les foyers centraux, car une grande partie de la chaleur était directement aspirée par le conduit et perdue. Les riches habitants du château complétaient les cheminées avec des braseros, des récipients métalliques portables remplis de charbons ardents qui pouvaient être déplacés de pièce en pièce. Ceux-ci fournissaient une chaleur localisée, mais présentaient un risque d'incendie important, d'autant plus que de nombreuses parties des châteaux avaient des planchers, des meubles et des lambris en bois. Le coût du combustible était un autre fardeau considérable. Il pouvait y avoir des forêts autour du château, mais l'abattage, le transport et le stockage du bois nécessitaient une main-d'œuvre importante. Dans les régions où le bois était rare, ou pendant les sièges lorsque les voies d'approvisionnement normales étaient coupées, le manque de combustible pouvait rendre la vie encore plus misérable. L'humidité aggravait le froid d'une manière qui rendait les châteaux médiévaux vraiment inconfortables. La pierre et le mortier, les principaux matériaux de construction, étaient poreux et absorbaient facilement l'humidité. L'eau de pluie s'infiltrait par les fissures des murs et des toits, créant des taches d'humidité qui devenaient des terrains de reproduction idéaux pour les moisissures. Des études modernes sur l'humidité dans les bâtiments historiques ont confirmé que la maçonnerie des structures médiévales souffre d'humidité chronique, ce qui affaiblit la structure, endommage les finitions et favorise la croissance de champignons, dégradant ainsi la qualité de l'air intérieur. Les moisissures, qui prospéraient sur la pierre, le bois et même le papier, utilisaient ces matières organiques comme source de nourriture, créant des taches noires sur les murs et une odeur de renfermé qui imprégnait tout. De nombreux châteaux étaient construits près de sources d'eau par nécessité stratégique et pratique. Les puits devaient puiser dans les nappes phréatiques, et la proximité des rivières offrait des voies de transport et des barrières défensives naturelles. Cependant, cet emplacement près de l'eau augmentait considérablement l'humidité intérieure. La combinaison de murs de pierre froids et d'une humidité élevée créait des problèmes de condensation, l'eau ruisselant littéralement sur les murs intérieurs, par temps froid. Cette humidité constante signifiait que les habitants vivaient dans un environnement que nous considérerions aujourd'hui comme dangereusement insalubre, un terrain propice aux maladies respiratoires et à un inconfort chronique. Comment les gens du Moyen Âge faisaient-ils face à ces conditions épouvantables? Ils utilisaient toutes les stratégies disponibles dans les limites de leur technologie. Les tapisseries avaient un double objectif. Elles étaient un signe de richesse et de statut, mais aussi une isolation essentielle. Suspendues au mur, les lourdes tapisseries tissées créaient des poches d'air qui réduisaient les courants d'air et offraient une barrière contre le froid rayonnant de la pierre. Plus un habitant était riche, plus il pouvait s'offrir de tapisseries, et plus ses appartements pouvaient être confortables. Les vêtements constituaient une autre défense contre le froid. Contrairement aux bâtiments modernes, où les gens s'habillent légèrement grâce à un chauffage fiable, les habitants des châteaux médiévaux portaient des vêtements épais à l'intérieur toute l'année. Plusieurs couches de vêtements en laine, des robes doublées de fourrure pour les riches, et des manteaux portés même à l'intérieur étaient la norme. Ce n'était pas un choix de mode, mais une nécessité pour la survie. Les lits étaient spécifiquement conçus pour combattre le froid. Les lits à baldaquin, avec leurs lourds rideaux et leurs ciels de lit,
n'était-ce pas une décoration romantique, mais une solution de chauffage pratique. En tirant les rideaux, on créait un petit espace clos où la chaleur corporelle pouvait s'accumuler, offrant une poche de chaleur relative dans une chambre autrement glaciale. Les lits étaient surélevés par rapport au sol, pour éloigner les dormeurs de l'air le plus froid qui se déposait au niveau du sol, et pour offrir une certaine protection contre les courants d'air et la vermine qui infestait la paille du sol. Malgré toutes ces adaptations, la réalité restait la même. Les châteaux médiévaux étaient des lieux froids, humides et inconfortables. Les premiers châteaux de pierre, comme en témoignent les sources de l'époque, étaient froids, sombres, malodorants et humides. L'hiver était particulièrement rude, les habitants portant des couvertures et des vêtements épais à l'intérieur, juste pour maintenir un confort de base. Le froid était si omniprésent qu'il affectait tous les aspects de la vie quotidienne, de la raideur des articulations au réveil, à la réticence à quitter les chambres pour s'aventurer dans les couloirs glaciales, de la difficulté de se laver à l'eau presque gelée au défi d'accomplir des tâches délicates avec des doigts engourdis. En termes modernes, vivre dans un château médiéval revenait à habiter un immense réfrigérateur en pierre avec un chauffage inadéquat et aucune isolation. La splendeur architecturale et les capacités défensives avaient un coût énorme en termes de confort humain, un coût que les gens du Moyen Âge payaient chaque jour de leur vie. Cela nous amène à l'aspect suivant de la vie de château, qui se serait avéré tout aussi insupportable pour les sensibilités modernes, l'absence totale d'intimité. Si le froid était le premier choc qui vous attendait dans un château médiéval, le second aurait été de découvrir que l'intimité, une chose que nous, modernes, tenons pour absolument acquise, n'existait tout simplement pas. Dans cette section, vous apprendrez comment la conception médiévale de l'espace personnel différait radicalement de la nôtre, et pourquoi chaque instant de votre vie dans un château se serait déroulé sous le regard attentif de dizaines, voire de centaines d'autres personnes. La raison fondamentale de ce manque d'intimité était à la fois pratique et culturelle. D'un point de vue pratique, les châteaux abritaient un grand nombre de personnes entre leurs murs. Un château typique abritant une famille noble comprenait entre 100 et 150 personnes. Cette maisonnée ne se composait pas seulement du seigneur, de la dame et de leurs enfants, mais aussi de serviteurs, de gardes, d'artisans, d'administrateurs, de nobles invités et de leurs suites, ainsi que de divers parasites. Toutes ces personnes devaient manger, dormir et accomplir leurs tâches quotidiennes à l'intérieur des murs du château. L'espace disponible, bien que considérable, n'a jamais été conçu pour offrir des chambres privées à tout le monde. Culturellement, les sociétés médiévales n'accordaient tout simplement pas la même valeur à l'intimité que nous. Le concept même d'espace privé comme un droit ou une attente était étranger à la pensée médiévale. La vie était communautaire par défaut. Les gens mangeaient, travaillaient, priaient et dormaient ensemble. L'idée que quelqu'un puisse vouloir être seul était considérée avec suspicion. Que pourriez-vous bien avoir besoin de faire en privé qui ne serait pas mieux fait sous la surveillance des autres? Cette attitude imprégnait toutes les couches de la société, mais la réalité de l'architecture des châteaux rendait l'intimité encore plus insaisissable pour les habitants du château que pour les paysans des villages. Les arrangements pour dormir dans les châteaux médiévaux horrifieraient quiconque est habitué aux chambres modernes, avec serrures et portes. Au début du Moyen Âge, et cela a continué dans certains châteaux tout au long de la période, la famille noble dormait dans la partie supérieure de la grande salle, séparée du reste des habitants du château par un simple rideau. Imaginez essayer de dormir alors que des dizaines de serviteurs, de soldats et d'autres membres de la maisonnée ont installé leur couche à quelques mètres de vous, avec seulement une fine barrière de tissu entre vous. Chaque toux, ronflement, conversation et mouvement étaient parfaitement audibles. Chaque moment intime entre mari et femme se déroulait à portée de voix de toute la maisonnée. Dans certains cas, les familles nobles avaient la chance d'avoir une cloison en bois permanente au lieu d'un simple rideau. C'était une amélioration significative de l'intimité, mais c'était encore loin des chambres insonorisées que nous attendons aujourd'hui. À mesure que l'architecture des châteaux évoluait, les nobles ont eu accès au solarium, une chambre privée qui pouvait servir à plusieurs fins. Chambre à coucher, salon pour recevoir des invités de choix, lieu pour prendre un bain et espace pour mener des affaires. Cependant, même dans le solarium, la véritable intimité restait insaisissable. Les dames de compagnie dormaient dans la chambre avec la dame du château. Les serviteurs personnels étaient toujours à proximité. L'idée d'une porte verrouillée derrière laquelle on pouvait être vraiment seul avec ses pensées était pratiquement inexistante.
Pour la plupart des habitants du château, les arrangements pour dormir étaient encore plus communautaires. La grande salle servait de dortoir chaque nuit, les membres de la maisonnée dormant littéralement sur le sol. Les serviteurs et les personnes de rang inférieur dormaient dans des espaces exigus et communs, dépourvus de toute notion d'intimité ou de confort. Ces dortoirs étaient séparés par sexe, les femmes dormant souvent dans des chambres, tandis que les serviteurs masculins, les courtisans et les soldats dormaient dans la grande salle. Cette ségrégation par sexe était l'une des rares concessions à l'intimité, motivée davantage par des préoccupations de bienséance que par une quelconque notion d'espace personnel. Il convient de noter que le manque d'intimité s'étendait à toutes les activités de la journée. Les repas étaient des affaires communautaires dans la grande salle, où toute la maisonnée mangeait ensemble sous le regard attentif du seigneur. Le plan de table renforçait la hiérarchie sociale, la famille noble et les invités importants étant assis à la table d'honneur sur une estrade, tandis que les membres moins importants de la maisonnée étaient assis à des tables plus basses. Chaque bouchée que vous preniez, chaque conversation que vous aviez, chaque geste que vous faisiez était observé par des dizaines de personnes. L'acoustique des châteaux médiévaux rendait l'intimité encore plus impossible. Des études modernes sur les pièces des châteaux médiévaux ont révélé un temps de réverbération moyen de 3 secondes et demie, créant des conditions où l'intelligibilité de la parole était faible et le son se propageait largement dans les chambres de pierre. Les grandes salles étaient conçues pour amplifier le son, pour les rassemblements publics et les décrets royaux, avec des estrades surélevées et des murs soigneusement inclinés pour garantir que les voix portaient efficacement dans la pièce. Bien que cela soit excellent pour les annonces et les proclamations, cela signifiait que les conversations privées étaient presque impossibles. Ce que vous chuchotiez à une extrémité de la salle pouvait être entendu à l'autre, se répercutant sur les murs de pierre et faisant écho dans les couloirs. Le niveau de bruit constant dans les châteaux, lorsqu'ils étaient pleinement occupés, était stupéfiant. Les archives de l'époque et les analyses historiques modernes confirment que les gens du Moyen Âge vivaient régulièrement dans des conditions extraordinairement bruyantes. Lorsque le seigneur était en résidence, le château devenait un centre d'activité. Les cuisines résonnaient du vacarme de la préparation des repas. La grande salle bourdonnait de conversations, de disputes et de célébrations. Les services religieux dans la chapelle du château ajoutèrent des psaumes et des prières à la cacophonie. Les artisans travaillaient à leur métier. Les gardes lancèrent des appels et changèrent de poste. Les chiens aboyaient. Les chevaux hennissaient depuis les écuries. La combinaison d'une architecture en pierre qui réfléchissait le son plutôt que de l'absorber, et du grand nombre de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes créait un niveau de bruit qui serait classé comme perturbateur selon les normes modernes. Il est intéressant de noter que lorsque le seigneur était absent, voyageant vers d'autres domaines ou participant à des campagnes militaires, le château devenait vraiment silencieux. Cependant, c'était l'exception plutôt que la règle. La plupart de l'année, les châteaux étaient des communautés animées et bruyantes, où le silence était rare et l'intimité inexistante. Cela nous amène à l'exemple peut-être le plus choquant de l'absence totale d'intimité dans la vie de château médiéval. Les installations sanitaires, la garde-robe, les latrines du château médiéval n'offraient absolument aucune intimité. La plupart des garde-robes ne consistaient en rien de plus qu'un long banc avec plusieurs trous découpés. Imaginez-vous assis pour vaquer à vos fonctions corporelles les plus personnelles, tandis que vos voisins sont assis de part et d'autre de vous, sans absolument rien pour vous séparer. Pas de cloison, pas de porte, pas d'écran, juste une rangée de personnes se soulageant ensemble dans des circonstances que nous trouverions aujourd'hui mortifiantes. Les implications sociales de cet arrangement méritent d'être considérées. Dans la société moderne, nous considérons la salle de bain comme l'espace le plus intime de notre vie. L'idée d'utiliser les toilettes à la vue des autres nous remplit de gêne et d'inconfort. Pourtant, pour les gens du Moyen Âge, c'était tout simplement normal. Ils menaient des conversations, discutaient d'affaires et socialisaient tout en étant assis côte à côte sur les bancs de la garde-robe. Le manque d'intimité que nous trouverions absolument humiliant n'était pour eux qu'un autre aspect de la vie communautaire. En résumé, l'intimité dans un château médiéval n'était pas seulement limitée, elle était pratiquement inexistante pour tous, sauf peut-être pour le seigneur et la dame dans leurs appartements les plus privés. Et même eux ne pouvaient échapper à la présence constante des serviteurs, des gardes et de leur suite. Chaque aspect de votre vie, du réveil au coucher, du repas au bain, du travail au repos, des moments intimes avec votre conjoint à vos fonctions corporelles les plus personnelles, se serait déroulé sous la surveillance des autres.
Pour les modernes habitués aux portes verrouillées, aux salles de bain privées et à l'espace personnel, cet aspect de la vie de château aurait à lui seul rendu l'expérience insupportable. Mais le manque d'intimité, aussi troublant soit-il, n'était pas le pire aspect de la vie de château. Cet honneur revient à l'odeur écrasante et inévitable qui agressait vos narines dès l'instant où vous entriez dans ces forteresses de pierre jusqu'au moment où vous les quittiez. Explorons le cauchemar olfactif qu'était l'hygiène des châteaux médiévaux. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre remonter le temps jusqu'à un château médiéval, avant même de voir les murs de pierre froids ou de faire l'expérience du manque d'intimité, vous l'auriez senti. L'odeur vous aurait frappé comme un coup physique, une combinaison d'excréments humains, de restes de nourriture en décomposition, de corps non lavés, de fumée et d'odeurs animales qui auraient retourné l'estomac d'un moderne. Dans cette section, vous découvrirez pourquoi les châteaux médiévaux sentaient absolument épouvantablement, comment le système de garde-robe fonctionnait réellement et pourquoi aucune quantité d'herbes aromatiques ne pouvait vraiment masquer la puanteur écrasante. Au cœur du problème d'hygiène se trouvait la garde-robe, le système de latrines du château, déjà mentionné en relation avec l'intimité. Nous devons maintenant comprendre comment ces installations fonctionnaient réellement et, plus important encore, ce qu'il advenait des déchets. Une garde-robe typique était une petite chambre construite dans le mur du château, dépassant souvent à l'extérieur sur des corbeaux, essentiellement des poutres en porte-à-faux qui soutenaient la structure au-delà de la face du mur. Cette conception était intentionnelle et pratique. Elle signifiait que les déchets tombaient à l'extérieur des principaux murs défensifs au lieu de s'accumuler à l'intérieur du château lui-même. À l'intérieur de la garde-robe, il y avait un banc avec un trou, ou dans les installations plus grandes, plusieurs trous. Certaines garde-robes étaient des chambres individuelles, tandis que d'autres étaient communes, comme décrit précédemment. L'élément clé était le puits ou la goulotte sous le trou, qui descendait le long de l'extérieur de la forteresse ou par des conduits internes. Où allaient tous ces déchets? Dans certains châteaux, ils tombaient directement dans les douves en contrebas. Dans d'autres, en particulier ceux construits sur des falaises ou près de rivières, ils tombaient dans la rivière elle-même. D'autres encore avaient leurs déchets canalisés vers des fosses d'aisance, essentiellement des fosses ouvertes, où les excréments humains s'accumulaient. Considérons chacune de ces méthodes d'élimination et leurs conséquences olfactives. Lorsque les déchets tombaient dans les douves, ils créaient un bassin d'eau usé putride et stagnant entourant le château. Oui, certaines douves de château étaient littéralement des égouts à ciel ouvert. L'image romantique d'une eau claire, reflétant les murs du château, était en réalité souvent une fosse septique nauséabonde d'excréments humains, d'animaux morts, de restes de cuisine et de tout ce qui était jeté par-dessus les murs. L'odeur émanant de ces douves, surtout par temps chaud, devait être écrasante. Les modernes qui se plaignent de l'odeur près des stations d'épuration n'ont aucune idée de l'odeur d'une douve de château médiéval non traitée par une chaude journée d'été. Les châteaux construits près des rivières canalisaient souvent les déchets directement dans l'eau courante. Au château de Chepstow, au pays de Galles, par exemple, les latrines se vidaient directement dans la rivière Wye. Bien que l'eau courante soit meilleure pour évacuer les déchets que les douves stagnantes, elle créait tout de même des problèmes d'odeur importants près des points d'évacuation et, bien sûr, contaminait l'eau en aval. Le concept d'hygiène environnementale n'existait tout simplement pas dans la pensée médiévale. Le système de fosses d'aisance était, à certains égards, la pire option. C'étaient des fosses, souvent situées dans les cours du château, ou juste à l'extérieur des murs, où les déchets s'accumulaient jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les vider manuellement. Ce travail horrible revenait à des individus connus sous le nom de vidangeurs de fosses, peut-être la pire profession de toute la société médiévale. Armés de seaux et de pelles, ces malheureux travailleurs descendaient périodiquement dans les fosses et retiraient manuellement les déchets accumulés, les chargeant sur des charrettes pour les éliminer. L'odeur pendant ces opérations était si écrasante que même les gens du Moyen Âge, habitués à des niveaux de puanteur que nous pouvons à peine imaginer, la trouvaient insupportable. Les archives historiques fournissent des témoignages vivants de la gravité du problème d'odeur. Les chroniques de l'époque et les archives ultérieures décrivent la puanteur écrasante associée à l'hygiène du château. L'odeur étant si omniprésente que même les personnes habituées à des normes d'hygiène bien inférieures à celles d'aujourd'hui trouvaient les opérations de nettoyage des garde-robes presque insupportables. Imaginez à quel point ces conditions seraient écrasantes pour une sensibilité moderne. Mais la garde-robe n'était pas la seule source de la puanteur du château. Les puits à déchets, même lorsqu'ils fonctionnaient correctement,
créait un problème d'odeur constant. Les puits verticaux descendant le long des murs agissaient comme des cheminées à odeur, l'odeur des déchets accumulés remontant dans le château. Certains éléments de conception tentaient d'atténuer cela. Les toilettes avec des fenêtres non fermées assuraient une circulation d'air frais. Le flux constant de courant d'air dans le château, bien qu'inconfortable en termes de température, fournissait au moins une certaine ventilation. Les sols étaient jonchés de joncs et d'herbes aromatiques, comme la lavande, le romarin et la menthe, pour offrir un parfum plus agréable et masquer les odeurs. Il est intéressant de noter qu'une pratique médiévale a transformé la terrible odeur des garde-robes en une utilisation pratique. Il n'était pas rare de suspendre des vêtements près des latrines, car les vapeurs âcres d'ammoniac provenant de l'urine en décomposition aidaient à tuer les mites, les puces et autres parasites qui infestaient les tissus. Cette pratique a donné son nom à la garde-robe, qui vient du français « garder robe », signifiant protéger les vêtements. Bien que ce soit un moyen pratique de lutte antiparasitaire avec la technologie médiévale, cela signifiait également que vos vêtements sentaient littéralement les toilettes. Les problèmes d'hygiène ne se limitaient pas aux déchets humains. Les cuisines produisaient d'énormes quantités de restes de nourriture, de légumes en décomposition, d'os et d'entrailles d'animaux abattus. Bien qu'une partie de ces déchets soit donnée aux porcs ou aux chiens, une grande partie était simplement jetée dans les douves ou sur les tas de fumier, des tas d'ordures qui pourrissaient près des murs du château. L'odeur de la nourriture en décomposition, combinée aux déchets humains, créait un miasme qui s'accrochait au château. Les animaux à l'intérieur du château contribuaient également aux problèmes d'odeur. Les chevaux dans les écuries produisaient d'énormes quantités de fumier. Les chiens, gardés pour la chasse et comme compagnons, n'étaient pas propres au sens moderne du terme, et urinaient et déféquaient où bon leur semblait, souvent sur la paille du sol. Les poulets, les porcs et autres animaux de la ferme pouvaient être élevés dans les cours du château, chacun ajoutant son arôme distinctif au mélange. La combinaison de déchets animaux et humains, de matières organiques en décomposition, de la fumée d'innombrables feux et de l'odeur de corps humains non lavés créait une agression olfactive qui aurait rendu un moderne physiquement malade. N'oublions pas la question du papier toilette. Il n'existait pas. Les gens du Moyen Âge utilisaient tous les matériaux disponibles pour se nettoyer. De la mousse cueillie dans les bois, de la paille ou du foin des écuries, des morceaux de tissu de laine, ou même, pour les plus pauvres, simplement leurs mains, qu'ils lavaient ensuite. Ces matériaux n'étaient pas particulièrement efficaces, ce qui entraînait des problèmes d'hygiène chroniques et contribuait au problème général d'odeur. La contamination de l'eau était une autre conséquence des pratiques d'hygiène médiévales. Si un château avait des douves, cette eau n'était certainement pas potable, sauf dans les circonstances les plus désespérées. Les toilettes et les eaux usées domestiques se vidaient généralement dans les douves, les transformant en égouts à ciel ouvert. Les puits creusés à l'intérieur des murs du château fournissaient la principale source d'eau potable, et ceux-ci étaient soigneusement protégés. Pendant les sièges, les ennemis tentaient parfois d'empoisonner les puits, généralement avec des cadavres en décomposition, pour forcer la garnison à se rendre. Le fait que les puits à l'intérieur des murs du château ne pouvaient pas être empoisonnés de l'extérieur était un avantage défensif crucial. Les gens du Moyen Âge tentaient de gérer le problème d'odeur avec les outils limités dont ils disposaient. Les sols étaient balayés régulièrement ou maintenus sans encombrement excessif. Les joncs et les revêtements de sol étaient changés périodiquement, bien que probablement pas aussi souvent qu'il l'aurait fallu. Lorsque les fosses d'aisance étaient vidées, les déchets collectés étaient souvent donnés ou vendus aux agriculteurs locaux pour être utilisés comme engrais, ce qui au moins les retirait des environs immédiats. Les toilettes étaient parfois nettoyées en versant des seaux d'eau dans le puits ou en détournant les eaux usées des éviers de cuisine. Et rarement, l'eau de pluie des gouttières était utilisée pour rincer les puits des latrines. Malgré ces efforts, le problème fondamental restait insoluble avec la technologie médiévale. Le grand nombre de personnes concentrées dans un château, combiné à des systèmes d'assainissement primitifs et à une compréhension limitée de l'hygiène, signifiait que les châteaux puaient, constamment, partout, de manière écrasante. Les modernes, habitués aux toilettes à chasse d'eau, au traitement des eaux usées, au système de gestion des déchets et au savon, trouveraient l'odeur seule suffisante pour rejeter complètement la vie de château. L'odeur n'était pas seulement une nuisance désagréable, c'était un danger pour la santé. Mais avant d'explorer les cauchemars médicaux qui attendaient les habitants du château, nous devons comprendre un autre aspect de la vie quotidienne qui choquerait les modernes, la situation alimentaire. Que mangeaient les gens dans les châteaux médiévaux
et comment cela était-il préparé et conservé. Le festin médiéval, avec ses viandes rôties, ses tourtes élaborées et son vin coulant à flot, est une image emblématique de la vie de château dans l'imaginaire populaire. Mais la réalité de la nourriture dans les châteaux médiévaux était bien moins appétissante que ce que Hollywood voudrait vous faire croire. Dans cette section, vous découvrirez les défis de la conservation des aliments à une époque antérieure à la réfrigération, la dure réalité des cuisines de château, et les conséquences sur la santé d'un régime médiéval qui laissait même les nobles avec des dents cariées et le scorbut. L'un des défis les plus fondamentaux auxquels étaient confrontés les habitants des châteaux médiévaux était la conservation des aliments sans la technologie de réfrigération moderne. Comment les gens empêchaient-ils la viande, le poisson et les produits laitiers de se gâter avant l'invention de la réfrigération mécanique? La réponse révèle à la fois l'ingéniosité médiévale et les limitations qui rendaient le régime médiéval monotone et souvent malsain. Le salage était la forme la plus courante de conservation des aliments, et cela signifiait que le poisson et la viande, en particulier, étaient bien souvent fortement salés. Le sel extrayait l'humidité de la matière organique, créant un environnement inhospitalier pour les bactéries responsables de la détérioration. Le hareng, la morue et d'autres poissons étaient emballés dans des barils de sel et pouvaient être conservés pendant des mois. Le porc était de même salé et emballé. Bien qu'efficace, cette méthode de conservation avait un coût considérable en termes de goût et de santé. Les aliments fortement salés devaient être trempés dans l'eau avant la cuisson pour réduire leur teneur en sel à un niveau comestible. Même ainsi, le goût était loin d'être frais, et la teneur élevée en sodium contribuait à des problèmes de santé. Le fumage était une autre méthode de conservation éprouvée. La viande, après avoir été salée, était suspendue au-dessus d'un feu, permettant à la fumée de pénétrer la chair. La fumée ajoutait non seulement de la saveur, mais créait également une couche protectrice qui inhibait les bactéries. Le poisson et le porc étaient couramment fumés, et les fumoirs dans les dépendances du château devaient être en fonctionnement constant pendant les saisons d'abattage. Cependant, la viande fumée était dure, sèche, et avait une saveur prononcée qui devenait lassante lorsqu'elle constituait votre principale source de protéines pendant des mois. Le séchage était utilisé pour les fruits, les légumes et les herbes. Les pommes étaient découpées en tranches et séchées. Les haricots et les pois étaient séchés dans leur gousse. Les champignons étaient enfilés et suspendus pour sécher. Bien que le séchage conserve efficacement les aliments, il en altérait considérablement la texture et la saveur. Les aliments séchés réhydratés ne retrouvaient jamais complètement leur état frais, et le régime médiéval, surtout en hiver, se composait en grande partie de ces ingrédients reconstitués. Pour ceux qui avaient la chance de se le permettre, le miel et le sucre conservaient les fruits. Les cuisiniers médiévaux enrobaient soigneusement les fruits de miel, ou les faisaient bouillir dans des mélanges de sucre, créant ainsi des confitures sucrées. Cette méthode était coûteuse et réservée aux riches, mais elle produisait des aliments réellement agréables à manger, contrairement aux aliments de base salés et fumés. L'utilisation du sucre, importé à grands frais du Moyen-Orient ou de la Méditerranée, était un luxe qui démontrait la richesse et le statut. Où tous ces aliments conservés étaient-ils stockés? Les châteaux disposaient de systèmes de stockage sophistiqués développés par nécessité. 3 zones de stockage distinctes constituaient l'épine dorsale de la gestion alimentaire du château. Le garde-manger stockait les produits secs comme les céréales et la farine dans des barils en bois robustes qui protégèrent de l'humidité et de la vermine. Le cellier conservait la viande, avec des carcasses suspendues à des crochets ou emballées dans des barils de sel. La laiterie stockait les produits laitiers, bien que ceux-ci soient les plus périssables et ne pouvaient être conservés longtemps, même dans des conditions fraîches. Toutes ces zones de stockage étaient situées dans les parties les plus froides et les plus sombres du château, généralement dans les sous-sols ou les pièces du rez-de-chaussée des donjons, où l'absence de fenêtres signifiait des fluctuations de température limitées. Dans certains châteaux chanceux, en particulier dans les régions du Nord, la glace pouvait être récoltée en hiver et stockée dans des pièces souterraines, où elle pouvait garder les aliments au frais pendant les mois de printemps plus frais et même jusqu'au début de l'été. Cela nécessitait une main-d'œuvre considérable pour couper, transporter et stocker la glace, et seules les institutions les plus riches pouvaient se permettre ce luxe. Passons maintenant aux conditions dans lesquelles cette nourriture était préparée. Les cuisines des châteaux médiévaux étaient des installations remarquables, mais y travailler était chaud, dangereux et épuisant. Les cuisines étaient généralement des bâtiments en pierre séparés avec des murs épais, construits à l'écart de la structure principale du château,
pour une raison cruciale, la sécurité incendie. Avec des feux ouverts, d'énormes quantités de graisse et des outils en bois, les cuisines étaient un risque d'incendie. Un incendie de cuisine se propageant au château principal aurait pu être catastrophique. Donc, la séparation protégeait le reste du château de ce danger constant. À l'intérieur de ces cuisines, les conditions étaient brutales. Plusieurs cheminées et de hautes cheminées fournissaient la chaleur nécessaire à la cuisson et la ventilation pour évacuer une partie de la fumée. Mais la température à l'intérieur d'une cuisine médiévale, pendant la préparation des repas, devait être insupportable. Imaginez travailler à côté d'immenses feux ouverts à une époque antérieure aux ventilateurs, en portant les vêtements de laine épais, nécessaires dans un bâtiment non chauffé, en dehors des heures de travail. Le personnel de cuisine souffrait régulièrement de brûlures et la chaleur était si intense que les travailleurs avaient besoin de pauses fréquentes. L'équipement était impressionnant pour l'époque médiévale. Les cuisiniers disposaient de grands feux ouverts, de broches pour rôtir la viande et de fours pour la cuisson. Certains fours étaient énormes, assez grands pour contenir un bœuf entier, permettant les rôtis spectaculaires, servis lors des festins nobles. Les broches étaient tournées à la main, souvent par le personnel de cuisine le plus jeune et le moins gradé, qui passait des heures à tourner de lourds morceaux de viande au-dessus d'un feu ouvert. Le travail physique impliqué dans la cuisine médiévale était immense. Le personnel de cuisine nécessaire pour nourrir la maisonnée d'un château se comptait par dizaines. De nombreux serviteurs étaient directement impliqués dans l'approvisionnement, le stockage, la préparation et le service de la nourriture. Les cuisiniers étaient assistés par des spécialistes qualifiés, le saucier, qui préparait les sauces complexes que la cuisine médiévale privilégiait, le boucher, qui abattait les animaux, le boulanger, qui travaillait au four, le volailler, qui s'occupait des oiseaux, et le fruitier, qui gérait les fruits et légumes. La hiérarchie dans la cuisine était aussi stricte que partout ailleurs dans le château, chacun connaissant son rôle et son rang exact. Mais qu'en est-il de la nourriture elle-même et de ses conséquences nutritionnelles? C'est ici que nous rencontrons l'un des grands paradoxes de la vie médiévale. Même les nobles vivant dans des châteaux, avec accès à la meilleure nourriture disponible, souffraient de graves carences nutritionnelles. Le régime alimentaire des femmes nobles au Moyen Âge manquait de vitamine C, ce qui entraînait des dents en mauvais état et des gencives qui saignaient. Le scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, était un problème réel, même pour les riches. Les fruits et légumes frais n'étaient disponibles que de façon saisonnière, et les méthodes de conservation détruisaient la plupart des vitamines. Pendant les longs mois d'hiver, lorsqu'aucun produit frais n'était disponible, les gens survivaient grâce aux céréales, à la viande conservée et aux légumes racines stockés, aucun de ces aliments ne fournissant une nutrition adéquate. La santé dentaire était épouvantable dans toutes les classes sociales. La combinaison d'une mauvaise nutrition, du sable provenant des meules en pierre qui usaient l'émail des dents et de l'absence de soins dentaires efficaces signifiait que même les jeunes adultes avaient souvent des dents cariées, manquantes ou gravement endommagées. L'extraction dentaire était le seul remède aux problèmes dentaires, pratiqué sans anesthésie par les barbiers chirurgiens ou les forgerons. De nombreuses personnes du Moyen Âge perdaient la plupart de leurs dents avant la quarantaine, ce qui rendait l'alimentation difficile et contribuait à une détérioration supplémentaire de la santé. La qualité de l'eau était une préoccupation constante. En raison de la contamination fréquente des sources d'eau, en particulier dans les villes et les châteaux, où l'élimination des déchets contaminait les puits et les cours d'eau, la bière ou l'âne était une boisson plus sûre et plus courante que l'eau. Même les enfants buvaient de l'alcool légère comme aliment de base quotidien, consommant ce que nous considérerions aujourd'hui comme de l'alcool à chaque repas. Il ne s'agissait pas principalement de profiter de l'alcool, mais d'éviter les maladies d'origine hydrique. Les gens du Moyen Âge comprenaient que quelque chose dans le processus de brassage rendait la bière plus sûre à boire que l'eau brute, même s'ils ne comprenaient pas la science de la façon dont l'ébullition pendant le processus de brassage tuait les agents pathogènes. L'intoxication alimentaire était une menace constante. Sans connaissance de la contamination bactérienne, sans réfrigération et avec une efficacité de conservation limitée, la nourriture se gâtait régulièrement. La viande légèrement avariée était masquée par de forts assaisonnements. Les maux d'estomac, les problèmes intestinaux et les maladies d'origine alimentaire étaient acceptés comme une partie normale de la vie. Ce que nous traiterions aujourd'hui comme une grave intoxication alimentaire était simplement quelque chose que l'on endurait en espérant survivre. Le contraste entre les jours de fête et les jours ordinaires était saisissant.
Lorsque nous imaginons des festins médiévaux, nous pensons aux banquets élaborés à plusieurs plats servis lors d'occasions spéciales, fêtes religieuses, visites d'invités importants, célébrations de victoires militaires. Ces événements avaient bien lieu, et la nourriture servie était en effet impressionnante pour l'époque médiévale. Des animaux entiers rôtis, des tourtes élaborées contenant plusieurs types de viande, des cygnes et des ponts servis dans leur plumage, des sauteltes, sculptures décoratives en sucre et massepain, et de nombreux plats démontraient la richesse et la générosité du Seigneur. Cependant, ces festins étaient si l'exception, pas la règle. Les repas quotidiens étaient beaucoup plus simples et plus monotones. Le pain constituait la base de la plupart des repas, complété par du pottage, une soupe épaisse de légumes et de céréales, parfois enrichie de viande ou de poisson. Le fromage, lorsqu'il était disponible, fournissait des protéines. Les nobles mangeaient mieux que les serviteurs, avec plus de viande et du pain de meilleure qualité à base de blé plutôt que de seigle ou d'orge. Mais même le régime quotidien des nobles était répétitif et nutritionnellement déficient. Une autre clé pour comprendre la nourriture des châteaux médiévaux est la nature saisonnière des approvisionnements frais. Les cuisiniers du château pouvaient puiser dans des réserves de nourriture abondantes grâce aux biens payés en impôts ou confisqués à la paysannerie locale et à la nourriture produite sur les propres terres du château. Pendant la saison des récoltes et les mois qui suivaient immédiatement, la nourriture était relativement abondante et variée. Les produits stockés étaient complétés par des articles provenant de fréquentes parties de chasse dans les forêts locales, qui fournissaient du gibier, du sanglier, des lapins et du gibier à plumes. La chasse était à la fois une source de nourriture et une activité récréative pour les nobles, occupant le temps entre les campagnes militaires. Mais à mesure que l'hiver avançait et que le printemps approchait, avant que les nouvelles cultures ne soient prêtes, les réserves de nourriture diminuaient. La dernière viande conservée était consommée. Les réserves de céréales étaient soigneusement rationnées. La nourriture fraîche était inexistante. Cette période de la fin de l'hiver et du début du printemps était connue comme la soudure, une période où même les habitants du château pouvaient avoir faim et où les paysans de la campagne environnante étaient confrontés à la famine. L'impact du régime alimentaire sur la santé et la mortalité n'était pas moins important. La combinaison de carences nutritionnelles, d'aliments contaminés et d'une mauvaise compréhension des besoins alimentaires contribuait de manière significative à la faible espérance de vie des gens du Moyen Âge. Nous aborderons cela plus en détail lorsque nous discuterons des soins médicaux, mais il convient de noter ici que ce que vous mangiez ou ne pouviez pas manger dans un château médiéval pouvait littéralement vous tuer. En résumé, la nourriture dans les châteaux médiévaux était un défi constant. La conservation était imparfaite, le stockage compliqué, la préparation laborieuse et la qualité nutritionnelle médiocre. Bien que les nobles mangent certainement mieux que les paysans, même les habitants les plus riches du château souffraient de carences alimentaires, de maladies d'origine alimentaire et de repas monotones qui ennuieraient un palais moderne en quelques jours. Et aussi peu appétissante que soit la situation alimentaire, elle était rendue encore pire par les invités non désirés qui infestaient chaque château médiéval. La vermine. Si le froid, la puanteur, le manque d'intimité et la mauvaise nourriture ne vous ont pas convaincu que la vie dans un château médiéval aurait été insupportable, peut-être que ceci le fera. Vous n'auriez jamais été seul. Pas dans le sens romantique dont nous avons déjà parlé, mais d'une manière beaucoup plus troublante. Vous auriez partagé votre lit, vos vêtements, votre nourriture et votre espace de vie avec des rats, des puces, des punaises de lit, des poux et d'innombrables autres parasites et nuisibles. Dans cette section, vous découvrirez la réalité terrifiante des infestations de nuisibles dans les châteaux médiévaux et pourquoi les méthodes médiévales de lutte antiparasitaire étaient totalement inadéquates face aux armées de vermine. Commençons par le nuisible le plus célèbre, le rat. Les rats médiévaux étaient des rats noirs, une espèce qui a depuis été presque éradiquée en Grande-Bretagne par les plus grands rats bruns que nous voyons aujourd'hui. Les rats noirs avaient une plus grande affinité pour vivre dans les habitations humaines que leurs cousins bruns et une moindre attirance pour les égouts, ce qui signifiait qu'ils préféraient vivre à proximité des humains dans les environnements chauds et riches en nourriture des châteaux et des maisons. Les modèles médiévaux de la peste estiment les populations de rats dans les zones urbaines à environ 1 rat pour 5 personnes, bien que certaines sources suggèrent des ratios allant jusqu'à 1 pour 1. Chaque rat abritait plusieurs puces, créant des conditions idéales pour la transmission des maladies. À tout moment,
Un château habité par 100 à 150 personnes contenait probablement des dizaines, voire des centaines de rats, ainsi que d'innombrables puces vivant à la fois sur les rongeurs et sur les humains, les chiens et autres animaux. Ce n'étaient pas des créatures timides et cachées qui restaient hors de vue. Les rats étaient effrontés, vivant ouvertement dans les murs du château, sous la paille du sol, dans les entrepôts et partout où de la nourriture pouvait être trouvée. Ils nichaient dans la literie, rongeaient les coffres en bois, contaminaient les réserves de nourriture et propageaient des maladies partout où ils allaient. Le bruit des rats se déplaçant dans les murs et sur les sols était un accompagnement nocturne constant de la vie de château. La vue de rats courant dans votre chambre ou même sur votre lit n'était pas inhabituelle, mais acceptée comme normale. Pourquoi les populations de rats étaient-elles si élevées? La réponse réside dans l'environnement parfait que les châteaux offraient. La nourriture était abondante, avec les restes de cuisine, les réserves de céréales et les ordures fournissant un festin sans fin. La construction en pierre des châteaux offrait d'innombrables cachettes et lieux de nidification dans les crevasses des murs et entre les planchers. La paille du sol, jonchée de restes de nourriture, d'os et d'autres matières organiques, était un environnement idéal pour les rats. La chaleur des feux et la chaleur corporelle des personnes endormies rendirent les châteaux confortables toute l'année pour les populations de rats. Les gens du Moyen Âge tentèrent de contrôler les rats avec les méthodes limitées dont ils disposaient. Les chats étaient élevés spécifiquement pour le contrôle des rongeurs et étaient des animaux de travail précieux, pas seulement des animaux de compagnie. Les furets étaient également utilisés pour chasser les rats et les souris dans leurs nids. Ces prédateurs avaient un certain impact, mais ils ne pouvaient pas suivre le rythme de reproduction des rats. Une rate peut avoir plusieurs portées par an, chaque portée contenant de 6 à 12 petits. Les mathématiques de la croissance de la population de rats submergeaient tous les efforts de contrôle. Il existait des pièges mécaniques en bois et en métal, ainsi que des filets et des cages conçus pour attraper les rongeurs. Cependant, c'étaient des dispositifs primitifs qui attrapaient des rats individuels, tandis que des centaines d'autres restaient actifs. Certaines personnes du Moyen Âge utilisaient divers produits chimiques à base de plantes pour repousser les rongeurs, suspendant des herbes ou pulvérisant certaines substances que les rats étaient censés détester. L'efficacité de ces mesures était au mieux minime. Il est intéressant de noter qu'une méthode impliquait ce que nous appellerions aujourd'hui la pensée magique. Des manuscrits médiévaux décrivent l'écriture d'un charme sur du papier, menaçant les souris et leur offrant une terre alternative, puis l'attachement du papier avant le lever du soleil à un rocher naturel, dans le champ où les souris causaient des problèmes. Inutile de dire que cela ne fonctionnait pas, mais le fait que de telles méthodes aient été sérieusement utilisées montre le désespoir que les gens ressentaient face aux problèmes de nuisibles. Les rats seuls étaient déjà assez graves, mais leurs puces étaient pires. Les puces agissaient comme des vecteurs de maladies, transmettant la peste bubonique qui a balayé l'Europe, anéantissant un tiers de la population lors de la peste noire au XIVe siècle. Le lien entre les rats, les puces et la peste n'était pas compris par les gens du Moyen Âge, qui ont développé diverses théories sur les mauvais airs, la punition divine et les influences astrologiques pour expliquer la pandémie dévastatrice. En réalité, les puces infectées se nourrissant du sang des rats, puis sautant sur les humains, transmettaient la bactérie Yersinia pestis qui causait la peste. Les espaces confinés de la vie de château, avec des rats vivant en étroite proximité avec les humains, créaient des conditions idéales pour la transmission des maladies. Mais les rats et leurs puces n'étaient pas les seuls parasites à tourmenter les habitants du château. Les punaises de lit infestèrent les dortoirs avec une vigueur particulière. Ces insectes plats et ovales se cachaient dans les joints des cadres de lit, les coutures des matelas et les fissures des murs pendant la journée, sortant la nuit pour se nourrir des personnes endormies. Leurs piqûres provoquaient des papules intensément prurigineuses, et une infestation grave pouvait laisser une personne couverte de piqûres rouges et enflées. Les punaises de lit étaient presque impossibles à éradiquer une fois établies. Les gens du Moyen Âge ont essayé diverses approches pour contrôler les punaises de lit. Pour les empêcher de grimper dans les lits, les gens plaçaient les pieds des cadres de lit dans des boîtes peu profondes de kérosène, d'huile de charbon ou de graisse d'essieu, créant une barrière que les punaises de lit ne pouvaient pas franchir. Les cadres de lit étaient pulvérisés de kérosène ou de benzène pour tuer les punaises de lit cachées dans le bois, bien que cela crée de graves risques d'incendie et des vapeurs toxiques. Malgré ces efforts, les punaises de lit restaient un problème persistant. La seule méthode vraiment efficace était de brûler les meubles infestés, une solution radicale qui était rarement pratique. Les puces ne se limitaient pas aux rats.
Elles infestaient les humains, les chiens et autres animaux avec la même vigueur. Un texte médical anglais du XVe siècle connu sous le nom de Leech Book suggérait de prendre de la menthe et de la répandre dans la maison pour tuer les puces, de prendre le jus de rue et de s'en oindre le corps, ou de faire bouillir de l'ajonc dans l'eau et de l'asperger. Une autre source recommandait de faire en sorte que les puces aient une fin collante sur des surfaces saupoudrées de dépôts huileux. Bien que certains de ces remèdes à base de plantes aient pu avoir de légers effets répulsifs, ils étaient loin d'être des solutions efficaces aux infestations graves de puces. La présence constante de puces rendait la vie misérable. Les démangeaisons étaient incessantes, et le grattage entraînait des plaies ouvertes qui pouvaient s'infecter. Les puces se propageaient de personne à personne, ce qui signifiait que tout le monde dans la maisonnée du château était infesté à un certain degré. La vue de personnes se débarrassant nonchalamment des puces et les écrasant était si courante qu'elle apparaît dans l'art et les manuscrits médiévaux sans commentaire. Les poux étaient un autre problème universel. Les poux de tête, les poux de corps et les morpions prospéraient tous dans les conditions médiévales. Avec des bains peu fréquents, le partage de peignes et de brosses et des dortoirs exigus, les poux se propageaient facilement dans les populations des châteaux. Les gens du Moyen Âge pratiquaient l'épouillage, l'acte d'inspecter les cheveux et les vêtements des autres à la recherche de poux et de les enlever. C'était une activité si routinière qu'elle est devenue une forme de lien social, les serviteurs épouillant leurs maîtres et les membres de la famille s'épouillant les uns les autres. Les méthodes de lutte antiparasitaire du Moyen Âge ne pouvaient se rivaliser avec les populations explosives de vermines et de leurs parasites porteurs de maladies, alimentés par les mauvaises pratiques d'hygiène de l'époque. Les rues et les maisons étaient fortement infestées, car les espaces communs au Moyen Âge étaient remplis d'ordures et de déchets, servant de terrain de jeu pour les rongeurs et les puces. Les châteaux, bien qu'étant des résidences d'élite, n'étaient pas à l'abri de ces conditions. En fait, la concentration de personnes et l'abondance de nourriture rendèrent les châteaux particulièrement attrayants pour les nuisibles. Les nuisibles courants comprenaient également les sauterelles dans les zones agricoles, les fourmis qui infestèrent les réserves de nourriture, les belettes qui pillaient les poulaillers, et même les scorpions dans les châteaux du sud de l'Europe. La variété des créatures essayant de partager les espaces de vie humains était remarquable, et les gens du Moyen Âge avaient peu de défense efficace contre elles. Les conséquences sur la santé de ces infestations de nuisibles allaient bien au-delà des démangeaisons et de l'inconfort. Les rats contaminaient les réserves de nourriture avec leurs excréments, propageant des maladies comme la salmonelle et le hantavirus. Les puces transmettaient la peste et le typhus. Les poux propagèrent le typhus et la fièvre récurrente. La présence constante de vecteurs de maladies signifiait qu'une maladie grave n'était jamais loin. Nous explorerons les soins médicaux sous peu, mais il est important de reconnaître que les problèmes de nuisibles dans les châteaux médiévaux contribuaient directement à la maladie et à la mort. D'un point de vue moderne, l'idée de vivre avec des dizaines ou des centaines de rats, d'être constamment piqué par des puces et des punaises de lit, et d'héberger des poux sur son corps, serait absolument inacceptable. Nous avons une lutte antiparasitaire efficace, des moustiquaires aux fenêtres, un stockage de nourriture scellée et des systèmes d'assainissement qui empêchent les infestations de vermines. Les habitants des châteaux médiévaux n'avaient aucun de ces avantages. Ils vivaient dans une proximité intime et non désirée avec des populations de nuisibles qui feraient fuir un moderne avec horreur. Et ils l'ont enduré non pas pendant des jours ou des semaines, mais pendant toute leur vie. Cela nous amène à un autre aspect de la vie de château, qui se serait avéré insupportable. L'obscurité presque totale qui tombait chaque soir, laissant les habitants du château tâtonner dans des couloirs sombres, avec seulement des sources de lumière vacillantes et inadéquates pour les guider. Le soleil se couche, et votre château médiéval est soudainement plongé dans une obscurité si complète que les modernes, habitués à l'éclairage artificiel, sur simple pression d'un interrupteur, peuvent à peine l'imaginer. Dans cette section, vous découvrirez pourquoi les châteaux médiévaux étaient des lieux sombres et lugubres, même pendant la journée, et comment la technologie d'éclairage primitive rendait les activités nocturnes difficiles, dangereuses et déprimantes. La conception d'un château médiéval privilégiait la défense à l'éclairage naturel. Bien que certains châteaux plus tardifs aient eu de plus grandes fenêtres, en particulier pendant les périodes de paix relative ou dans les zones moins menacées par la guerre, la plupart des châteaux avaient des ouvertures de fenêtres limitées. Les meurtrières offraient des positions défensives aux archers, mais laissaient passer un minimum de lumière. Les fenêtres plus grandes étaient une faiblesse défensive que les attaquants pouvaient exploiter. Elles étaient donc maintenues petites,
peu nombreuses et souvent placées haut sur les murs. En conséquence, même pendant la journée, une grande partie de l'intérieur du château était sombre et obscure. Les couloirs et les pièces intérieures sombres étaient la norme, pas l'exception. Les pièces sans murs extérieurs, comme les chambres de stockage, les couloirs intérieurs et certains quartiers d'habitation, ne recevaient aucune lumière naturelle. Même les pièces avec des fenêtres étaient confrontées aux variations saisonnières de la lumière du jour, les mois d'hiver en Europe du Nord ne fournissant que 7 à 8 heures de faible ensoleillement, tandis que l'été offrait de longues journées lumineuses. La vie de château suivait ses rythmes naturels bien plus que la vie moderne, l'hiver forçant les gens à réduire leurs activités pendant les longues soirées sombres. Les fenêtres en verre, qui auraient fourni de la lumière tout en maintenant les défenses, étaient extraordinairement rares et chères pendant la majeure partie du Moyen Âge. La production de verre était limitée, et le processus de création de vitres suffisamment clair pour voir à travers et assez solide pour résister aux intempéries était difficile. Seuls les nobles les plus riches pouvaient se permettre du verre pour leurs appartements privés, et même alors, il était souvent réservé aux églises, où il affichait des images religieuses dans de magnifiques vitraux. La plupart des fenêtres de château étaient couvertes de volets en bois, qui pouvaient être fermés contre les intempéries et les attaques, ou de parchemins huilés ou de fines feuilles de corne, qui laissaient de passer une faible lumière et offraient une protection minimale contre les éléments. Lorsque les volets étaient fermés, ce qui était nécessaire pendant la pluie, la neige ou le froid, l'intérieur était plongé dans l'obscurité. Lorsqu'ils étaient ouverts pour laisser entrer la lumière, des courants d'air glacial balayaient, comme nous l'avons déjà mentionné. Ce choix impossible entre la lumière et la chaleur était une réalité quotidienne, les habitants du château ajustant constamment les volets pour équilibrer ces besoins concurrents. Une fois le soleil couché ou les volets fermés, les habitants du château dépendaient entièrement de sources de lumière artificielles. Examinons les options disponibles et pourquoi elles étaient de toutes problématiques. Les bougies étaient la source de lumière la plus courante, mais elles étaient loin de l'éclairage pratique que nous connaissons aujourd'hui. Les bougies étaient fabriquées à partir de 2 matériaux principaux, le suif ou la cire d'abeille. Les chandelles de suif étaient fabriquées à partir de graisse animale fondue, principalement de moutons ou de bœuf. Les paysans et les gens du commun comptaient sur les chandelles de suif car elles étaient relativement bon marché, mais elles présentaient des inconvénients importants. Les chandelles de suif produisaient une flamme faible, vacillante et fumante qui sentait mauvais, créaient une suie grasse qui recouvrait les surfaces et fondait de manière irrégulière, la graisse qui coulait étant difficile à nettoyer. Les bougies en cire d'abeille étaient bien supérieures, brûlant plus vivement, plus proprement et avec un agréable parfum de miel. La noblesse et le clergé préféraient les bougies en cire d'abeille, mais elles étaient chères, car la production de cire d'abeille était limitée à ce qui pouvait être récolté dans les ruches. Une seule grande bougie en cire d'abeille représentait une dépense considérable, ce qui signifiait que même les riches habitants du château les utilisaient avec parcimonie et uniquement pour les occasions importantes ou dans les appartements privés du seigneur. Les 2 types de bougies fournissaient un éclairage limité par rapport aux sources de lumière modernes. Une seule bougie créait un petit cercle de lumière immédiatement autour d'elle, avec une obscurité rapide au-delà. Lire, coudre ou effectuer tout travail de détail à la lueur des bougies était difficile et fatigant pour les yeux. Il fallait plusieurs bougies pour éclairer adéquatement même une petite pièce, et le coût en argent et en ressources faisait d'un tel éclairage un luxe. Les torches apparaissent constamment dans les films représentant des châteaux médiévaux, avec des couloirs bordés de flambeaux et des pièces inondées de lumière de torches. C'est de la pure fantaisie. Les torches n'étaient pas allumées tous les 10 mètres le long des couloirs, et les pièces n'étaient pas non plus couramment éclairées par plusieurs torches. La réalité des torches les rendait largement impraticables à l'intérieur. Une torche à main ne brûlait que 10 à 30 minutes avant d'être consumée. Elle produisait d'énormes quantités de fumée opaque et nocive. Dans un espace mal ventilé, une telle fumée était potentiellement mortelle, causant des problèmes respiratoires et remplissant les pièces de fumée suffocante. De plus, les torches laissaient couler de la poix, du goudron ou de la cire en feu, créant un risque d'incendie. Étant donné que la plupart des maisons et des parties des châteaux étaient reconstruites avec des planchers, des meubles et des éléments décoratifs en bois, une torche qui goutte pouvait facilement déclencher un incendie catastrophique. La flamme nue présentait un danger constant pour quiconque passait à proximité, et la chaleur générée était intense. Pour toutes ces raisons,
Les torches étaient principalement utilisées à l'extérieur, ou dans de grands espaces bien ventilés, comme les grandes salles lors d'événements spéciaux, et non comme éclairage intérieur courant. L'éclairage le moins cher et le plus courant pour les gens ordinaires, y compris les serviteurs du château, était la chandelle de jonc. Celle-ci était fabriquée en trempant les tiges de jonc pelées dans de la graisse animale, créant une sorte de bougie primitive. Une fois allumée, la chandelle de jonc produisait une petite flamme faible, qui brûlait peut-être 15 à 20 minutes. La lumière était encore plus faible que celle d'une chandelle de suif, à peine suffisante pour se déplacer dans une pièce sombre, et certainement insuffisante pour tout travail de détail. Les chandelles de jonc étaient tenues dans de simples supports métalliques, et les gens les utilisaient pour se déplacer d'un endroit à l'autre après la tombée de la nuit, allumant une nouvelle chandelle à partir des braises mourantes de l'ancienne. Les lampes à huile offraient une autre option d'éclairage, bien qu'elles soient moins courantes dans les châteaux d'Europe du Nord que dans les régions méditerranéennes où l'huile d'olive était plus facilement disponible. Une lampe à huile se composait d'un réservoir d'huile avec une mèche qui aspirait le combustible vers la flamme. Les flammes vacillantes projetaient des ombres erratiques et fournissaient un éclairage similaire à celui des bougies en termes de luminosité. L'odeur de l'huile brûlée ajoutait à l'odeur générale de la vie de château, et le coût de l'huile rendait ces lampes chères à faire fonctionner. Toutes ces sources de lumière partagèrent des problèmes communs. Les flammes vacillantes créaient des ombres étranges et mouvantes qui rendirent les intérieurs des châteaux apparemment hantés et mystérieux. Le faible éclairage rendait difficile la lecture ou l'exécution de tâches complexes comme la broderie, l'enluminure de manuscrits ou l'artisanat de détail. Les habitants du château devaient gérer leur utilisation avec soin pour éviter d'épuiser ces précieuses sources de lumière. Plutôt que d'avoir des luminaires fixes dans tout le château, la plupart des gens transportaient leur éclairage avec eux sous la forme d'une bougie, d'une chandelle de jonc ou d'une lampe à huile, se déplaçant dans les couloirs sombres avec un petit cercle de lumière devant eux. Le risque d'incendie associé aux flammes nues ne peut être surestimé. La cire ou la graisse qui goûte pouvait enflammer la paille du sol, les tapisseries, les meubles en bois ou les vêtements. Une bougie renversée pouvait déclencher un incendie qui se propagerait rapidement dans le château. Les gardes et les serviteurs chargés de s'occuper des feux et des lumières devaient être constamment vigilants. De nombreux châteaux ont subi des incendies dévastateurs au cours de leur histoire, certains causés par la foudre ou des accidents de cuisine, mais d'autres résultant de l'utilisation quotidienne de flammes nues pour l'éclairage et le chauffage. La disponibilité limitée et le coût des matériaux d'éclairage signifiant que la plupart des activités cessaient après la tombée de la nuit, alors que les nobles pouvaient prolonger leur soirée avec un approvisionnement suffisant en bougies ou en lampes. Les serviteurs et les habitants ordinaires du château se couchaient peu après le coucher du soleil, simplement parce qu'il était impossible de voir assez bien pour travailler. Ce coucher précoce rendait les soirées d'hiver extraordinairement longues et ennuyeuses, en particulier dans les latitudes nordiques, où l'obscurité tombait en milieu d'après-midi pendant les jours les plus courts de l'année. D'un point de vue moderne, imaginez n'avoir aucun interrupteur, aucune lampe électrique, aucune LED, aucune lampe de poche. Imaginez une obscurité si complète que vous ne pouvez littéralement pas voir votre main devant votre visage, à moins de tenir une bougie. Imaginez le danger constant d'incendie, la fumée, l'odeur, le coût et l'éclairage limité fournis par la meilleure technologie disponible. C'était la réalité de l'éclairage dans les châteaux médiévaux, et cela affectait chaque aspect de la vie quotidienne, des heures que les gens gardaient aux activités qu'ils pouvaient entreprendre, en passant par les risques de sécurité auxquels ils étaient confrontés chaque jour. Combinés à tous les autres inconforts que nous avons explorés, l'obscurité et l'éclairage inadéquat des châteaux médiévaux ajoutaient une autre couche de misère à l'existence quotidienne. Mais peut-être que rien ne menaçait davantage les habitants du château que les soins médicaux primitifs, souvent nuisibles, qu'ils recevaient lorsque la maladie ou les blessures frappaient inévitablement. Explorons le cauchemar de la médecine médiévale. Vous vous réveillez dans votre chambre de château froide et humide, fiévreux et souffrant terriblement. Dans notre monde moderne, vous consulteriez un médecin, obtiendriez un diagnostic et prendriez des antibiotiques ou d'autres médicaments efficaces. Dans un château médiéval, vous auriez été confronté à la saignée, à des décoctions à base de plantes d'une efficacité douteuse, à une intervention chirurgicale pratiquée par un barbier avec des outils sales, ou à des prières et à la pénitence si l'on croyait que votre maladie était une punition divine. Dans cette section, vous découvrirez pourquoi la médecine médiévale était non seulement inefficace,
mais souvent activement nuisibles, et comment la combinaison d'une mauvaise compréhension des maladies et de traitements primitifs rendait toute maladie potentiellement mortelle. Les croyances médicales médiévales différaient fondamentalement de la compréhension scientifique moderne. La plupart des médecins médiévaux croyant que les maladies étaient causées par un déséquilibre des 4 humeurs du corps, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Selon cette théorie ancienne héritée des médecins grecs et romains, la santé résultait d'un équilibre correct de ces humeurs, tandis que la maladie survenait lorsqu'une humeur dominait. Le traitement visait donc à rétablir l'équilibre, généralement en éliminant les humeurs en excès par la saignée, la purgation ou les vomissements. Cette théorie humorale était bien sûr erronée, mais les médecins médiévaux n'avaient aucune connaissance des bactéries, des virus ou des mécanismes réels des maladies. Ils travaillaient dans un cadre théorique qui avait un sens interne, mais peu de rapport avec la réalité biologique. En conséquence, les traitements étaient basés sur des prémices erronées et faisaient souvent plus de mal que de bien aux patients. Les croyances religieuses aggravèrent le problème. L'Église enseignait que Dieu envoyait parfois la maladie comme punition pour le péché, et dans ces cas, le repentir pouvait conduire à la guérison. Cela a conduit à la pratique de la pénitence et des pèlerinages comme moyen de guérir les maladies. Une personne malade pouvait confesser ses péchés, accomplir la pénitence imposée par un prêtre ou se rendre au sanctuaire d'un saint, connu pour ses miracles de guérison. Bien que ces pratiques aient apporté un réconfort psychologique et parfois des effets placebo, elles ne traitaient pas la maladie physique réelle. De plus, la croyance que la maladie était une punition décourageait la recherche de causes naturelles et de remèdes efficaces. Quels traitements étaient réellement disponibles? Les remèdes à base de plantes et les potions étaient couramment utilisés pour combattre les maladies, et certains d'entre eux avaient de réelles propriétés médicinales. L'écorce de saule, par exemple, contient de l'acide salicylique, l'ingrédient actif de l'aspirine, et était utilisé pour réduire la fièvre et la douleur. Le miel a de véritables propriétés antibactériennes. Certaines herbes utilisées en médecine médiévale avaient des effets bénéfiques réels. Cependant, les gens du Moyen Âge n'avaient aucun moyen d'isoler les composés actifs, de déterminer le dosage correct ou de séparer les remèdes efficaces des remèdes inutiles. Les connaissances médicales étaient transmises par des manuscrits copiés à la main, les erreurs s'accumulant au fil des générations. Les remèdes efficaces étaient mélangés à des pratiques superstitieuses et à des traitements nocifs. La plupart des conseils médicaux étaient de l'auto-assistance, les patients se voyant prescrire des remèdes qu'ils s'administraient eux-mêmes. À moins d'être assez riches pour s'offrir un médecin formé à l'université, ce que la plupart des habitants du château n'étaient pas. Vous comptiez sur les guérisseurs locaux, les sages-femmes, les moines ayant des connaissances médicales, ou simplement la sagesse populaire transmise de génération en génération. La saignée et les ventouses étaient souvent utilisées comme moyen de purger le corps de la maladie, sur la base de la théorie humorale. On prélevait du sang à une personne malade en ouvrant une veine ou en appliquant des sangsues. La quantité de sang prélevé pouvait être considérable, affaiblissant des patients déjà malades et causant parfois la mort par perte de sang. Pourtant, cette pratique a perduré tout au long de la période médiévale et au-delà, car le cadre théorique qui la soutenait semblait logique dans son propre contexte. Les praticiens effectuant des procédures médicales choqueraient et horrifieraient les modernes. La chirurgie était pratiquée par des barbiers, pas par des médecins. La même personne qui vous coupait les cheveux et taillait votre barbe vous arrachait également les dents, perçait vos abcès, amputait un membre gangrené ou tentait de retirer des calculs rénaux. Les barbiers chirurgiens étaient des artisans qualifiés, mais ils n'étaient pas formés à l'anatomie, à la stérilisation ou à la technique chirurgicale selon les normes modernes. La chirurgie était pratiquée par des personnes exerçant d'autres métiers, comme les bouchers et les barbiers, qui effectuaient régulièrement des opérations avec des outils sales, ce qui entraînait des infections post-opératoires très fréquentes. Le manque de connaissance des germes et des infections signifiait que la stérilisation n'existait tout simplement pas. Les instruments chirurgicaux n'étaient pas nettoyés au-delà de l'essuyage du sang et des débris visibles. Les mêmes instruments utilisés sur un patient étaient utilisés sur le suivant sans aucune tentative de désinfection. Les chirurgiens ne se lavaient pas les mains avant les procédures. Ils ne portaient pas de gants. Le lien entre la propreté et l'infection ne sera pas compris avant des siècles. En conséquence, même les opérations réussies entraînaient souvent des infections mortelles. Une blessure qui guérissait était considérée comme de la chance. Une qui s'infectait et tuait le patient était simplement de la malchance.
La gestion de la douleur pendant la chirurgie était au mieux primitive. Certaines procédures étaient effectuées avec le patient ayant reçu de l'alcool fort ou des préparations à base d'opium pour atténuer la douleur, mais celles-ci étaient un peu fiables et souvent indisponibles. De nombreuses opérations, y compris les amputations et les extractions dentaires, étaient effectuées avec le patient pleinement conscient, simplement maintenu par de solides assistants pendant qu'il hurlait de douleur. La vitesse à laquelle un barbier chirurgien pouvait effectuer une amputation était un point de fierté professionnelle, car elle réduisait la durée de l'agonie du patient. Pour ceux qui ne pouvaient même pas se permettre un barbier chirurgien, le seul endroit où chercher des soins médicaux étaient les infirmeries rattachées au monastère. Ces institutions, dirigées par des moines, soignaient non seulement leurs confrères, mais aussi les pèlerins, les ouvriers et les pauvres. Ils traitèrent les coupures, les fractures, les luxations et les brûlures en utilisant les connaissances et les ressources dont ils disposaient. Les hôpitaux médiévaux étaient plus des hospices que des établissements de santé modernes, abritant des personnes malades, pauvres, aveugles, ainsi que des pèlerins, des voyageurs, des orphelins et des personnes atteintes de maladies mentales. Ce n'étaient pas des endroits où l'on allait pour être guéri, mais plutôt où l'on allait pour être protégé pendant que la nature suivait son cours. Quelles maladies affligèrent les habitants des châteaux médiévaux? La liste est longue et terrifiante. La lèpre, bien que relativement rare en réalité, était très redoutée et entraînait une ostracisation sociale complète. La peste bubonique, que nous avons déjà mentionnée en relation avec les rats et les puces, est arrivée par vagues dévastatrices, la plus célèbre étant la peste noire au XIVe siècle, mais elle a réapparu périodiquement pendant des siècles. La variole laissait les survivants marqués et parfois aveugles. La tuberculose était endémique, tuant lentement par des lésions pulmonaires progressives. La gale, causée par des acariens s'enfouissant sous la peau, était courante et intensément prurigineuse. L'érysipèle, une infection bactérienne de la peau, provoquait des plaques rouges, enflées et douloureuses sur le visage et le corps. L'anthrax pouvait être contracté à partir d'animaux infectés. Le trachome, une infection oculaire, entraînait la cécité. La suette anglaise apparaissait mystérieusement et tuait rapidement. La manie dansante impliquait des groupes de personnes dansant de manière incontrôlable jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'épuisement. En plus de ces maladies spécifiques, les infections quotidiennes que nous traitons couramment aujourd'hui pouvaient être mortelles. Une coupure qui s'infectait pouvait entraîner une septicémie et la mort. Les abcès dentaires pouvaient propager l'infection au cerveau. L'accouchement était extraordinairement dangereux, les mères et les nourrissons mourant régulièrement. Nous aborderons les défis spécifiques des femmes, sous peu, mais il convient de noter ici que les complications de la grossesse, les hémorragies et les infections post-partum tuaient les femmes dans leurs meilleures années de procréation. L'espérance de vie reflétait ces réalités médicales. L'espérance de vie médiévale à la naissance se situait entre 30 et 40 ans, bien que ce chiffre soit fortement faussé par une mortalité infantile et juvénile extrêmement élevée. Pour ceux qui survivaient à l'enfance, l'espérance de vie s'améliorait considérablement, les femmes nobles atteignant l'âge adulte vivant en moyenne jusqu'à environ 43 ans, et les hommes un peu plus longtemps. Ce sont encore des vies tragiquement courtes selon les normes modernes. La mortalité infantile et juvénile était stupéfiante, peut-être un tiers des enfants mourant avant l'âge de 5 ans. Les maladies, la malnutrition, les accidents et les infections fauchaient des jeunes, à un rythme qui serait considéré comme catastrophique aujourd'hui. L'impact psychologique de vivre avec des soins médicaux aussi limités ne peut être surestimé. Toute maladie pouvait être une condamnation à mort. Toute blessure pouvait entraîner une infection et la mort. L'accouchement était un événement potentiellement mortel que les femmes affrontaient à plusieurs reprises. Les parents regardaient leurs enfants mourir, impuissants à les sauver. La présence constante de la maladie et de la mort a façonné la culture, la religion et la vision du monde médiéval de manière profonde. D'un point de vue moderne, avec nos antibiotiques, nos vaccins, notre anesthésie, nos techniques chirurgicales stériles et nos outils de diagnostic sophistiqués, la médecine médiévale semble barbare. Nous tenons pour acquis que les infections peuvent être guéries, que les os cassés peuvent être correctement réparés, que les opérations peuvent être effectuées en toute sécurité et que la plupart des enfants survivent jusqu'à l'âge adulte. Les gens du Moyen Âge n'avaient aucune de ces certitudes. Ils vivaient avec une vulnérabilité constante à la maladie et aux blessures, traités par des praticiens utilisant des théories erronées et des méthodes parfois nuisibles.
dans des conditions qui favorisaient l'infection plutôt que de la prévenir. Ce cauchemar médical était aggravé par la menace omniprésente de la violence qui planait sur chaque château. En tant que fortification militaire, les châteaux étaient des cibles en temps de guerre, et lorsque le conflit arrivait, la vie à l'intérieur devenait encore plus périlleuse et désespérée. Explorons ce qui se passait lorsque votre château était assiégé. Le château médiéval était avant tout une installation militaire. Ce n'était pas principalement une résidence, un siège de gouvernement ou un symbole de richesse et de pouvoir, bien qu'il ait rempli toutes ses fonctions. Son objectif fondamental était la défense. Cela signifie que si vous viviez dans un château, vous viviez dans une cible. Dans cette section, vous découvrirez ce qui se passait lorsque la guerre arrivait à votre porte, comment un siège transformait la vie de château d'un simple inconfort à un danger désespéré, et pourquoi la menace constante de la violence faisait des châteaux des cocottes minutes psychologiques. Comprendre la vie de château nécessite de comprendre la guerre médiévale. Les commandants évitaient les batailles rangées si possible, ce qui signifiait que la guerre était caractérisée par des sièges plutôt que par des batailles. Pourquoi ? Parce que les batailles étaient imprévisibles et pouvaient entraîner l'anéantissement complet d'une armée en un seul après-midi. Un seigneur qui perdait son armée au combat perdait tout. Les sièges, bien que lents et coûteux, étaient plus contrôlables et moins risqués pour l'attaquant. Les fortifications solides que les châteaux médiévaux offraient les rendaient très difficiles à prendre d'assaut, de sorte que les assiégeants encerclèrent les châteaux, coupèrent les approvisionnements et les voies de fuite, et attendaient que la faim, la maladie ou le désespoir forcent la reddition. Que signifiait un siège pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur du château? Un siège impliquait une armée entourant un lieu fortifié, coupant ses habitants de toute fuite ou de tout approvisionnement tout en les attaquant. Vous étiez piégé à l'intérieur des murs du château. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Toutes les provisions devaient en provenir de ce qui avait été stocké à l'intérieur du château avant le début du siège. C'est pourquoi les châteaux, avec des installations de stockage de nourriture si élaborées, pourquoi les puits creusés à l'intérieur des murs du château étaient si cruciaux, et pourquoi les châteaux étaient conçus pour être aussi autonomes que possible. Même avec les engins de siège les plus puissants déployés contre les murs d'un château, un siège pouvait durer des mois, voire, dans des cas extrêmes, des années. Des sièges historiques se sont terminés avec les défenseurs succombant à la famine, les effectifs de la garnison passant de niveau sain à de simples poignées de survivants. Imaginez être enfermé dans votre château pendant des mois, avec des forces ennemies vous entourant, sachant que votre nourriture diminue, que votre eau pourrait s'épuiser et que les secours pourraient ne jamais arriver. Le stress psychologique aurait été écrasant. Les conditions physiques pendant un siège se détérioraient rapidement. Le rationnement de la nourriture commençait immédiatement, chacun recevant des portions réduites pour que les provisions durent le plus longtemps possible. La nourriture fraîche était la première à manquer, forçant à compter sur la viande conservée, les céréales et les légumes qui pouvaient être stockés. Au fil des semaines et des mois, même ces provisions diminuaient. La famine devenait une menace réelle. Les récits historiques de siège décrivent des gens mangeant des chevaux, des chiens, des rats, et même le cuir de leurs chaussures et de leurs ceintures lorsque toute autre nourriture était épuisée. L'eau était tout aussi critique. Les châteaux avec des puits à l'intérieur de leurs murs avaient un avantage crucial, car ces puits ne pouvaient pas être empoisonnés de l'extérieur pendant un siège. Cependant, les puits pouvaient s'assécher ou leur débit pouvait être insuffisant pour répondre aux besoins de tous ceux qui s'abritaient dans le château. Au Moyen Âge, les puits extérieurs étaient souvent empoisonnés, généralement avec des cadavres en décomposition, pour forcer la garnison à se rendre. Savoir que votre approvisionnement en eau pouvait faire défaut ou être contaminé créait une anxiété constante. La maladie se propageait rapidement dans les conditions d'un siège. Avec un accès limité à l'eau propre, la propreté était toujours un problème et une cause de maladie tant pour les assiégés que pour les attaquants. Si un siège durait trop longtemps, la maladie pouvait se propager à la fois dans le camp des défenseurs et dans celui des assiégeants. Le typhus, la dysenterie et d'autres maladies prospéraient dans les conditions surpeuplées et insalubres d'un château assiégé. La combinaison de la malnutrition, du stress, d'une mauvaise hygiène et de la promiscuité créait des conditions parfaites pour les maladies épidémiques. Dans certains sièges, plus de défenseurs sont morts de maladie que de l'action ennemie. Les assiégeants étaient également confrontés à des défis. Une armée assiégeante, campée dans des conditions de terrain peut-être sordides et dépendant de la campagne pour se nourrir, pouvait être menacée par la maladie et la faim destinée aux assiégés.
Il y avait même le danger que les assiégeants soient eux-mêmes assiégés si une force de secours arrivait pour briser le siège. Cependant, les attaquants avaient l'avantage significatif de pouvoir se retirer si les conditions devenaient insupportables, une option que les défenseurs n'avaient pas. Les assauts militaires réels sur les châteaux étaient terrifiants pour toutes les personnes impliquées. Tenter d'escalader les murs était difficile et dangereux, nécessitant un grand nombre de soldats et entraînant de lourdes pertes, alors que les défenseurs repoussaient les échelles et faisaient pleuvoir des flèches, des carreaux d'arbalète et d'autres substances dangereuses sur les attaquants. Les défenseurs avaient l'avantage de la hauteur et des positions préparées, leur permettant de lancer des pierres, de verser de l'eau bouillante ou de l'huile chaude, et de tirer sur les attaquants qui étaient exposés et vulnérables. Les engins de siège ajoutaient une autre dimension de terreur. Les trébuchets pouvaient lancer d'énormes pierres qui s'écrasaient contre les murs ou passaient par-dessus pour s'abattre sur les bâtiments, les cours et les personnes à l'intérieur. Le son d'un rocher frappant les murs de pierre était assourdissant. Savoir que le prochain projectile pourrait percer votre toit et vous écraser créait une peur constante. Les catapultes ne lançaient pas seulement des pierres, mais aussi des animaux morts, des têtes coupées et d'autres armes psychologiques conçues pour démoraliser les défenseurs. Certains assiégeants ont même catapulté des cadavres malades par-dessus les murs pour tenter de propager la peste à l'intérieur du château. Le minage était l'une des tactiques de siège les plus redoutées. Les attaquants creusèrent des tunnels sous les murs du château, les étayant avec des supports en bois. Une fois que le tunnel atteignait le dessous du mur, les supports en bois étaient incendiés, provoquant l'effondrement du tunnel et l'effondrement de la section du mur au-dessus. Les défenseurs à l'intérieur pouvaient parfois entendre les opérations de minage, créant une terreur de savoir que leur mur était sapé mais ne pouvant pas faire grand-chose pour l'arrêter. Si un château tombait après un siège long et coûteux, les conséquences pour les défenseurs pouvaient être désastreuses. Un assaut réussi pouvait entraîner un massacre, des exécutions, des viols et des pillages, surtout si le siège avait été coûteux en hommes et en ressources. Les assiégeants qui avaient perdu de nombreux hommes en prenant un château cherchaient souvent à se venger des défenseurs. Les lois de la guerre offraient une certaine protection si la garnison se rendait avant que les murs ne soient percés, mais si les attaquants devaient escalader les murs et se frayer un chemin à l'intérieur, aucune pitié n'était attendue ni accordée. La violence et le crime existaient à l'intérieur des châteaux, même en temps de paix, nécessitant des lois strictes et des punitions sévères. Les châteaux médiévaux avaient des prisons intégrées appelées oubliettes, utilisées pour les crimes graves commis à l'intérieur du château ou sur les terres du château. La haute trahison, agir contre le roi ou le seigneur, était le crime le plus grave. Si un homme en tue un autre et est pris sur le fait, il paiera de sa vie, selon les lois du château établies sous les gouvernements scandinaves médiévaux. Ces lois s'appliquaient à tout le personnel du château et même aux visiteurs. Les punitions étaient très sévères, car les gens croyaient que si les criminels ne recevaient pas une punition sévère, ils commettraient à nouveau des crimes, et d'autres suivraient. Le vol d'objets de valeur entraînait souvent des amendes, du travail supplémentaire, ou même l'amputation des mains du voleur. La punition pour meurtre variait de la pendaison à la décapitation, selon la gravité. La haute trahison entraînait les conséquences les plus horribles. Les auteurs étaient confrontés à une exécution publique par pendaison, suivie de l'éviscération, de la décapitation et de l'écartèlement du corps. Toutes les punitions étaient effectuées en public pour attirer l'attention sur la victime et créer une humiliation pour le criminel. À l'intérieur des murs du château, où tout le monde se connaissait et où la hiérarchie sociale était strictement observée, la punition publique servait de puissant moyen de dissuasion et de renforcement de l'ordre. Pourtant, la violence se produisait. Meurtres, agressions, vols et trahisons. Les archives historiques contiennent de nombreux exemples de violence à l'intérieur des murs du château, y compris des cas où des conseillers de confiance se sont retournés contre leur seigneur, où des disputes ont dégénéré en violences mortelles. Les châteaux n'étaient des structures défensives efficaces que s'ils étaient gardés par des soldats compétents et disciplinés. Des règles étaient nécessaires et appliquées pour maintenir l'ordre. Le stress des conditions de siège, la promiscuité, la hiérarchie sociale rigide et la menace omniprésente de la violence créaient un environnement où les conflits couvaient constamment. Les gardes pouvaient s'endormir en service et faire face à une punition sévère. Les disputes sur les rations, le statut ou les insultes perçues pouvaient rapidement dégénérer dans l'environnement confiné et stressant. D'un point de vue moderne,
Vivre dans une structure dont le but principal était de résister à une attaque militaire aurait été psychologiquement dévastateur. Imaginez savoir qu'à tout moment, une armée pourrait arriver et encercler votre maison, vous piégeant à l'intérieur pendant des mois, pendant qu'ils essaient de vous affamer ou de démolir vos murs. Imaginez vivre en sachant que si votre château tombe, vous et tous ceux que vous connaissez pourriez être tués. Ce n'était pas un fantasme paranoïaque, mais une réalité historique. De nombreux châteaux ont été assiégés plusieurs fois au cours de leurs années actives. La menace était réelle, constante et terrifiante. La violence et le danger de la vie de château affectaient tout le monde, mais les femmes étaient confrontées à des défis et à des contraintes particuliers qui rendaient leur existence encore plus confinée et difficile. Examinons ce qu'était la vie pour les femmes qui vivaient dans les châteaux médiévaux. Si la vie dans un château était difficile pour les hommes, elle était exponentiellement pire pour les femmes. Dans cette section, vous découvrirez comment les nobles dames médiévales étaient confrontées non seulement à tous les inconforts que tout le monde endurait, mais aussi à des restrictions légales, des limites éducatives, les horreurs de l'accouchement répété et des contraintes sociales qui limitaient leur liberté et mettaient leur vie en danger. La routine quotidienne d'une noble dame commençait à l'aube avec la messe et les prières. Ce n'était pas facultatif. Les observances religieuses étaient une partie obligatoire de la vie quotidienne, en particulier pour les femmes, dont on attendait qu'elles fassent preuve de piété et de dévotion. Après les prières du matin, la noble dame était servie par ses dames de compagnie et aidée à s'habiller pour la journée. Les vêtements élaborés portés par les nobles dames nécessitaient de l'aide pour s'habiller, avec plusieurs couches, des lacets et des fermetures impossibles à gérer seules. Le premier repas de la journée était le petit déjeuner, bien que ce soit souvent un repas léger. Le repas principal de la journée était le dîner, servi en milieu de journée. Entre les repas, la vie quotidienne d'une noble dame se tournait vers les devoirs de la maîtresse de maison, y compris la supervision des repas et la garantie de provisions adéquates. Elle passait une grande partie de son temps à superviser le fonctionnement de la maisonnée. Elle n'effectuait pas elle-même le travail manuel, mais elle gérait ceux qui le faisaient, s'assurant que les serviteurs accomplissaient leurs tâches, que la nourriture était correctement préparée, que le château était maintenu propre selon les normes médiévales, et que toutes les opérations complexes de gestion d'une grande maisonnée se déroulaient sans heurts. On attendait d'une noble dame qu'elle supervise l'éducation des filles de la haute société qui étaient envoyées dans sa maisonnée. C'était une pratique courante. Les familles nobles envoyaient leurs filles, dès l'âge de 7 ans, vivre avec d'autres familles nobles, où elles apprenaient les compétences nécessaires à leur statut. La dame du château supervisait cette éducation, s'assurant que les filles apprenaient les bonnes manières, l'étiquette, la danse, l'équitation, la broderie, la musique et la gestion domestique. Lorsque son mari était absent, ce qui était fréquent car les seigneurs voyageaient entre leurs domaines ou participaient à des campagnes militaires, on attendait de la dame qu'elle soit loyale et qu'elle s'occupe de son domaine jusqu'à son retour. Cela comprenait la gestion de l'argent, le règlement des différends entre les locataires et les serviteurs, la supervision du travail sur le domaine, et même la défense du château s'il était attaqué. Les archives historiques contiennent des exemples de femmes défendant avec succès des châteaux contre des sièges en l'absence de leur mari, faisant preuve d'un courage et d'une compétence remarquables. Cependant, malgré ces responsabilités et les preuves évidentes que les femmes pouvaient gérer des affaires complexes, elles n'étaient toujours pas pleinement respectées, ni autorisées à avoir leur mot à dire sur certaines questions. Les femmes avaient des droits légaux limités et vivaient sous l'autorité de parents masculins, ce qui rendait difficile ou impossible pour elles de se représenter devant un tribunal ou de signer des contrats. Une femme était d'abord sous l'autorité de son père, puis de son mari, et si elle devenait veuve, potentiellement sous l'autorité de ses fils adultes ou de parents masculins. La rare veuve indépendante avec des biens et de la richesse avait plus d'autonomie, mais elle était toujours contrainte par les attentes sociales et les restrictions légales. Cette position subordonnée était renforcée par l'Église, qui enseignait que les femmes étaient soumises aux hommes dans le cadre de l'ordre divin. La doctrine religieuse, la tradition juridique et les coutumes sociales se combinaient pour maintenir les femmes dans une position inférieure, quelle que soit leur capacité réelle. Bien que les nobles dames soient membres de la classe d'élite, elles restaient confinées par leur sexe d'une manière qui serait insupportable pour les femmes modernes. L'éducation disponible pour les nobles dames était axée sur des questions pratiques plutôt qu'académiques. Alors que certaines nobles dames apprenaient à lire et à écrire, beaucoup ne le faisaient pas.
Leur éducation était axée sur les compétences nécessaires pour gérer une maisonnée et remplir leurs rôles sociaux. Le temps était consacré à l'apprentissage de la danse, de l'équitation et du tir à l'arc. Les bonnes manières et l'étiquette étaient d'une importance primordiale, y compris comment faire la révérence et comment se mêler aux plus grands nobles du pays. La capacité à converser intelligemment, à divertir les invités avec grâce et à gérer les situations sociales était plus appréciée que les connaissances académiques. Cela ne veut pas dire que les nobles dames médiévales étaient ignorantes ou peu intelligentes. Certaines sont devenues célèbres pour leur érudition, leur mécénat des arts et de la littérature, et leur sens politique. Cependant, ces femmes étaient l'exception plutôt que la règle, et même elles opéraient dans les limites strictes imposées par leur sexe. Les loisirs étaient consacrés à la broderie et à la pratique de la danse. La prière du soir, suivie du dîner dans la grande salle du château ou du manoir, faisait partie de la routine quotidienne, et après le dîner, il pouvait y avoir des divertissements comme de la musique, de la danse, des jongleurs, des acrobates ou des bouffons. Cependant, les options de divertissement d'une noble dame étaient limitées par rapport à celles des hommes. Pendant que leurs maris chassaient, participaient à des tournois et s'entraînaient militairement, on attendait des femmes qu'elles s'adonnent à la couture, à la musique et à d'autres passe-temps appropriés. Les défis de santé auxquels les femmes médiévales étaient confrontées étaient graves. La plupart des femmes médiévales tombaient enceintes de 4 à 8 fois et s'attendaient à perdre au moins un enfant. Réfléchissez un instant à ces statistiques. Une femme pouvait passer une partie substantielle de sa vie d'adulte enceinte, à accoucher, à se remettre de l'accouchement et à pleurer des enfants morts. L'espérance de vie médiévale à la naissance pour les femmes se situait entre 30 et 40 ans. Celles qui survivaient jusqu'à l'âge adulte vivant, en moyenne, jusqu'à environ 43 ans. Des vies tragiquement courtes, considérablement affectées par les dangers de l'accouchement répété. La grossesse et l'accouchement au Moyen Âge étaient en effet des événements potentiellement mortels. Les soins obstétricaux modernes, qui ont réduit la mortalité maternelle à des cas rares dans les pays développés, n'existaient pas. Les femmes accouchaient avec l'aide de sages-femmes qui avaient une expérience pratique mais aucune formation médicale formelle. Les complications comme l'hémorragie, les problèmes de placenta, le travail qui n'avance pas et les infections post-partum tuaient régulièrement les femmes. Si un travail n'avançait pas, il y avait peu à faire. Les césariennes n'étaient pas pratiquées sur des femmes vivantes. La procédure n'était utilisée que dans des tentatives désespérées de sauver le bébé lorsque la mère était morte ou mourante. La mortalité infantile et juvénile aggravait la tragédie. Même si une femme survivait à l'accouchement, son bébé pouvait ne pas le faire. Les infections, les malformations congénitales, les accidents et les maladies infantiles emportaient environ un tiers des enfants avant l'âge de 5 ans. Le fardeau émotionnel d'enterrer à plusieurs reprises des enfants, de vivre en sachant que toute grossesse pouvait vous tuer et que tout enfant que vous mettiez au monde pouvait mourir, était dévastateur. Les femmes médiévales vivaient avec un chagrin, une peur et une perte constants. Le régime alimentaire des femmes nobles au Moyen Âge manquait de vitamine C, ce qui entraînait des dents en mauvais état et des gencives qui saignaient. Les carences nutritionnelles affectaient la santé reproductive, rendant les complications de la grossesse plus probables. Une mauvaise nutrition affaiblissait le corps des femmes, les rendant moins capables de résister aux exigences physiques de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement. Les contraintes sociales s'ajoutaient au fardeau physique. On attendait des nobles dames qu'elles soient modestes, obéissantes, pieuses et chastes. Leur comportement était constamment surveillé et jugé. Une réputation, une fois ternie, était presque impossible à réparer. Les femmes devaient en gérer soigneusement leur conduite, leurs paroles et même leurs expressions faciales pour éviter toute apparence d'inconvenance. Le manque d'intimité dont nous avons déjà parlé signifiait que chaque action était observée et commentée. Le mariage n'était pas une question de choix personnel, mais un arrangement politique et économique conclu par les familles. Les filles nobles étaient mariées pour forger des alliances, sécuriser des territoires ou acquérir des richesses. Une fille pouvait rencontrer son mari pour la première fois lors de la cérémonie de mariage. Elle n'avait aucun mot à dire sur qui elle épouserait, quand le mariage aurait lieu ou où elle vivrait par la suite. Si son mari était cruel, violent ou infidèle, elle avait peu de recours. Le divorce était presque impossible. Le mariage était pour la vie, et on attendait d'une femme qu'elle endure les circonstances dans lesquelles elle se trouvait. La combinaison de restrictions légales, de limites éducatives, de risques pour la santé, de contraintes sociales
et de la surveillance constante sous laquelle vivaient les nobles dames rendaient leur existence particulièrement difficile. Elles enduraient tous les inconforts de la vie de château auxquels les hommes étaient confrontés, plus les fardeaux supplémentaires imposés spécifiquement en raison de leur sexe. Pour les femmes modernes habituées à l'égalité juridique, aux opportunités éducatives, aux soins de santé reproductive et à l'autonomie personnelle, les contraintes imposées aux nobles dames médiévales auraient été absolument insupportables. Pourtant, même avec tous ces défis et contraintes, les femmes devaient encore trouver des moyens d'occuper les longues heures de la vie de château. L'ennui était un problème pour tout le monde dans les châteaux médiévaux, mais peut-être particulièrement pour les femmes, dont les activités étaient si limitées. Explorons comment les habitants du château tentaient de se divertir et de combattre l'ennui de l'existence quotidienne. Imaginez votre vie sans télévision, sans film, sans Internet, sans livres, sans jeux vidéo, ni aucune des innombrables options de divertissement disponibles pour les modernes. Maintenant, imaginez cette vie confinée entre les murs d'un château, avec une mobilité limitée, des routines quotidiennes répétitives et de longs hivers sombres. Dans cette section, vous découvrirez comment les habitants des châteaux médiévaux luttaient pour chasser l'ennui avec les options de divertissement limitées dont ils disposaient, et pourquoi même les nobles disposant de ressources luttaient contre l'ennui. Le Moyen-Âge avait des moyens de divertissement limités, et les gens devaient se divertir eux-mêmes pour chasser l'ennui, que les contemporains décrivaient comme une affliction humaine courante. Il est intéressant de noter que les gens du Moyen-Âge avaient de plus de temps libre que vous ne le pensez. Les nobles avaient besoin de quelque chose pour les occuper entre les campagnes militaires, et même les paysans travaillaient moins de jours par an que les modernes, les historiens estimant que les paysans ne travaillaient que 160 jours par an. Le reste du temps devait être rempli d'une manière ou d'une autre. Pour les nobles, la chasse était le principal loisir. Les seigneurs chassaient entre les campagnes militaires, poursuivant des cerfs, des sangliers, des lapins et du gibier à plumes dans les forêts entourant leur domaine. La chasse avait un double objectif. Elle fournissait de la nourriture pour le château et du divertissement pour les nobles. Des rituels élaborés entouraient la chasse, avec des procédures spécifiques pour différents types de gibier, des chiens spécialisés pour suivre et rabattre la proie, et des hiérarchies strictes déterminant qui pouvait chasser quoi et où. Pour les nobles, la chasse offrait de l'exercice, de l'excitation, le frisson de la poursuite et un répit du confinement du château. Les options de divertissement en intérieur étaient les plus limitées. Les échecs étaient bien populaires parmi l'élite instruite, offrant un défi intellectuel et une réflexion stratégique. Les jeux de société avec des dés offraient un divertissement plus simple. Les riches pouvaient se permettre des échiquiers et des plateaux de jeu finement sculptés, tandis que les gens du commun devaient se contenter de versions plus simples. Les cartes à jouer ne sont devenues courantes en Europe qu'à la fin du Moyen Âge, de sorte que les jeux de société et les dés étaient les principales options de jeu. Les artistes professionnels offraient un répit bienvenu à la routine. Les jongleurs, les harpistes, les troubadours et les ménestrels voyageaient de château en château, se produisant en échange du gîte, du couvert et d'un paiement. Ces artistes jouaient d'instruments comme le luth, la flûte à bec et la vielle, un instrument à cordes médiévales semblable au violon. Ils récitaient de la poésie, racontaient des histoires, chantaient des chansons et fournissaient de la musique pour la danse. L'arrivée d'artistes itinérants était un événement majeur, brisant la monotonie de la vie de château. La danse était une activité de groupe populaire. La carole était une danse médiévale courante où tout le monde se tenait la main, dansait en cercle et chantait ensemble. Cette danse communautaire permettait à toute la maisonnée de participer, brisant temporairement certaines des barrières sociales rigides. Des danses de cour plus élaborées étaient exécutées par les nobles lors d'occasions spéciales, avec des pas et des motifs spécifiques qui démontraient la grâce et le raffinement. Écouter de la poésie récitée, des contes et des pièces de théâtre par des troupes itinérantes offrait un divertissement et un enrichissement culturel. Avant l'alphabétisation généralisée et l'imprimerie, la performance orale était le principal moyen de transmettre des histoires. Des poèmes épiques, des romances, des légendes du roi Arthur et d'autres héros, et des histoires religieuses étaient récitées par des artistes qualifiés, qui mémorisaient d'énormes quantités de matériel. Ces performances pouvaient durer des heures, offrant un divertissement prolongé. Les énigmes gardèrent les monarques intéressés et loin de l'ennui. Les casse-têtes intellectuels, les jeux de mots et les questions astucieuses étaient des formes de divertissement qui ne nécessitaient aucun équipement, seulement des esprits vifs.
Les nobles pouvaient passer des soirées à se poser des énigmes les uns aux autres, le statut et la réputation étant renforcés par la capacité à résoudre des énigmes difficiles ou à en composer d'intelligentes. Pour les gens du commun et les serviteurs du château, les options de divertissement étaient beaucoup plus limitées. Les serviteurs s'amusaient beaucoup avec des activités très simples. Ils pouvaient entendre des contes populaires au coucher du soleil, se rassemblant dans la grande salle ou dans les quartiers des serviteurs pour écouter des histoires transmises de génération en génération. Ces histoires servaient à préserver la mémoire culturelle, à enseigner des leçons de morale et à divertir. Les chansons folkloriques servaient des objectifs similaires, le chant étant un divertissement gratuit ne nécessitant que des voix. Les chants de travail aidaient à passer le temps pendant les tâches fastidieuses, tandis que les ballades racontaient des histoires d'amour, de trahison, d'héroïsme et de tragédie. Des jeux simples occupaient les enfants des serviteurs et les adultes lorsque le travail était terminé. Les jeux de balle, les courses à pied et d'autres activités physiques nécessitaient un équipement minimal. Ces joies simples offraient un répit à la monotonie du travail quotidien et à l'oppression de la hiérarchie sociale. Cependant, la réalité était que les gens avaient des options de loisirs limitées, et l'ennui était un compagnon constant, en particulier pendant les longs mois d'hiver. Lorsque le seigneur était absent, voyageant vers d'autres domaines ou s'occupant d'affaires militaires, le château devenait vraiment silencieux. L'agitation qui accompagnait la présence du seigneur disparaissait. Les serviteurs avaient moins de travail à faire. La grande salle était dépourvue de festins et de divertissements. La vie devenait une attente, un compte à rebours jusqu'au retour du Seigneur et au retour de la vie à ses rythmes normaux. L'hiver était particulièrement rude en termes de divertissement. Les journées courtes signifiaient de longues périodes d'obscurité, où les activités intérieures étaient la seule option, mais un éclairage inadéquat rendait la plupart des activités difficiles ou impossibles. La broderie, la lecture et l'artisanat de détail nécessitaient une bonne lumière, qui n'était tout simplement pas disponible après la tombée de la nuit. Les gens se couchaient tôt simplement, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Imaginez vous coucher au coucher du soleil à la mi-décembre en Europe du Nord, où l'obscurité tombe vers 4 heures de l'après-midi, et ne pas vous lever avant l'aube vers 8 heures du matin. Cela fait 16 heures d'obscurité à endurer, avec un éclairage et des options de divertissement limitées. La nature répétitive des routines quotidiennes contribuait à l'ennui, les mêmes prières aux mêmes heures chaque jour, les mêmes repas aux mêmes endroits avec les mêmes personnes, les mêmes tâches de travail effectuées encore et encore. Les mêmes visages, les mêmes conversations, le même monde confiné. Pour les modernes habitués à une stimulation constante, à des options de divertissement infinies et à la capacité de voyager facilement et de vivre de nouvelles expériences, la nature confinée et répétitive de la vie de château médiéval aurait été étouffante. Même les nobles, avec un accès à de meilleurs divertissements que les serviteurs, luttaient contre l'ennui. Oui, ils avaient les échecs, des artistes professionnels, la chasse et les loisirs. Mais ils étaient toujours confinés dans des cercles sociaux limités, liés par des protocoles stricts et limités aux mêmes activités jour après jour, année après année. L'isolement des châteaux ruraux signifiait que les nouveaux visages, les nouvelles idées et les nouvelles expériences étaient des friandises rares, pas des événements quotidiens. Un dernier aspect de la vie de château mérite d'être exploré. Le coût même de la construction et de l'entretien de ces structures, et comment ce fardeau économique affectait tous ceux qui y étaient associés. Les châteaux médiévaux étaient extraordinairement chers à construire, à entretenir et à exploiter. Dans cette section, vous découvrirez combien coûtaient les châteaux en termes médiévaux et en équivalent moderne, combien de temps il fallait pour les construire, et comment le fardeau économique de la construction et de l'exploitation d'un château affectait tout le monde, du seigneur qui l'a commandé aux paysans qui l'ont payé par leurs impôts et leur travail. La construction d'un château au Moyen Âge pouvait coûter entre 1000 et 30 000 livres, ce qui équivaut à 4 millions à 120 millions de dollars modernes. Pour mettre cela en perspective, le revenu annuel d'un seigneur riche pouvait être de 1000 à 3000 livres. La construction d'un grand château pouvait consommer la totalité des revenus de plusieurs années. Le château de Douvres était l'un des plus chers, le roi Henri II ayant dépensé plus de 6500 livres pour sa construction entre 1179 et 1188, sur son revenu annuel d'environ 10 000 livres. Plus de la moitié des revenus annuels totaux du roi étaient consacrés à un seul projet de château. Le coût de construction d'un château variait en fonction de la taille, de l'emplacement, du pays,
de la monnaie, de la logistique et de l'année de fondation. Un simple château à mode castral, avec des remparts de terre, des défenses et des bâtiments en bois, pouvait être construit par une main-d'œuvre non qualifiée en utilisant des ressources locales et ne serait pas un fardeau financier pour le client. Cependant, un château à mode castral extraordinairement cher était celui de Clones en Irlande, construit en 1211 pour 20 livres. Le coût élevé, par rapport à d'autres châteaux de ce type, était dû au fait que les ouvriers devaient être importés sur un site éloigné. Les châteaux en pierre étaient beaucoup plus chers que les structures en bois. La construction d'un château en pierre nécessitait d'énormes quantités de matériaux. L'extraction, la taille, le transport et la pose de la pierre étaient laborieux et prenaient du temps. La qualité de la pierre variait selon la région, certaines zones nécessitant le transport de la pierre depuis des carrières éloignées à un coût élevé. Les murs, les tours, les donjons et les structures défensives d'un grand château en pierre nécessitaient des milliers et des milliers de tonnes de pierre. La main-d'œuvre était le poste de dépense le plus cher pour les châteaux et les fortifications médiévaux. Un château nécessitait à la fois des ouvriers qualifiés et non qualifiés. Les ouvriers qualifiés comprenaient des maçons qui pouvaient tailler et façonner la pierre avec précision, des charpentiers qui construisaient les éléments en bois comme les planchers et les toits, des forgerons qui forgeaient la ferronnerie et de nombreux autres artisans ayant des connaissances spécialisées. Les ouvriers non qualifiés transportèrent les matériaux pour les ouvriers qualifiés, mélangeaient le mortier, creusaient les fondations et effectuaient les lourds travaux physiques. Pour un grand projet de château, une main-d'œuvre massive était nécessaire. Un document de l'époque indique « Nous avons eu besoin et continuerons d'avoir besoin de 400 maçons, à la fois tailleurs de pierre et poseurs, ainsi que de 2000 ouvriers moins qualifiés, de 100 charrettes, de 60 chariots et de 30 bateaux pour le transport de la pierre et des matériaux. » Imaginez coordonner 2400 ouvriers, plus des centaines de véhicules de transport. La logistique était stupéfiante. Les artisans, y compris les maçons et les charpentiers, gagnaient de 4 à 6 pence par jour. Les ouvriers non qualifiés gagnaient moins, peut-être 2 à 3 pence par jour. Lorsque vous multipliez ces salaires par des milliers d'ouvriers pendant des mois ou des années de construction, le coût de la main-d'œuvre devenait astronomique. Tous les ouvriers du bâtiment étaient des spécialistes rares, membres de guildes qui fixaient les prix et avaient un quasi-monopole sur leurs services. Cela signifiait que les constructeurs ne pouvaient pas simplement embaucher des ouvriers moins chers. Ils devaient payer les tarifs de la guilde. Le maître maçon planifiait, concevait et supervisait l'ensemble de la construction du château, le chantier et le personnel. Ce professionnel hautement qualifié facturait les salaires les plus élevés et avait une énorme responsabilité. Le succès ou l'échec de l'ensemble du projet dépendait de son expertise. Le temps de construction des châteaux variait considérablement en fonction de la taille et de la complexité. Une motte de taille moyenne, de 5 mètres de haut et de 15 mètres de large au sommet, prendrait environ 40 jours de travail à 50 personnes. Cela semble rapide, mais ce n'était que pour le terrassement lui-même, pas pour les fortifications et les bâtiments qui le surmontaient. Les grands châteaux en pierre prenaient beaucoup plus de temps. La construction s'étalait souvent sur des années, voire des décennies. La plupart des grands projets, comme les châteaux et même la conduite des guerres, étaient si planifiés autour des semailles et des récoltes. Le cycle agricole dictait la disponibilité de la main-d'œuvre. Les paysans qui devaient un service de travail à leur seigneur ne pouvaient être retirés du travail agricole qu'à certaines périodes de l'année, sans risquer la famine. La construction du puits d'un château était souvent l'élément le plus coûteux et le plus long de la construction d'un château, la construction prenant parfois des décennies. Les puits profonds nécessitaient de creuser à travers la roche solide, de revêtir les murs pour éviter l'effondrement et de creuser sans relâche jusqu'à ce que l'eau soit atteinte. Les puits de château pouvaient être extrêmement profonds. Celui du château de Beeston, en Angleterre, mesure 370 pieds, soit 113 mètres, ce qui en fait l'un des puits médiévaux les plus profonds d'Angleterre. Certains châteaux d'Europe continentale avec des puits encore plus profonds, ceux du château de Ronburg atteignant 96 mètres, du château de Kyffhausen, 167 mètres, et du château de Regenstein, un stupéfiant 196 mètres. Creuser ces profondeurs à la main avec des outils médiévaux était un exploit incroyable, mais les dépenses ne s'arrêtaient pas une fois la construction terminée. Les châteaux nécessitaient un entretien et des réparations constants. Les murs de pierre se fissuraient et s'effritaient. Les toits fuyaient et devaient être remplacés.
Les éléments en bois pourrissaient et nécessitaient d'être renouvelés. Un château qui n'était pas constamment entretenu tomberait en ruine en quelques décennies. Les coûts d'entretien continu s'ajoutaient au fardeau économique. L'exploitation d'un château était tout aussi coûteuse. Le grand personnel de la maisonnée nécessitait des salaires, de la nourriture et un logement. L'approvisionnement et le stockage de la nourriture impliquaient l'achat de provisions, l'entretien des installations de stockage et l'emploi de personnel pour gérer les stocks. Le coût du combustible pour le chauffage et la cuisine était considérable, nécessitant un approvisionnement constant en bois de chauffage ou en charbon de bois. Les soldats de la garnison avaient besoin d'une solde, d'équipements et de provisions. Tous ces coûts d'exploitation étaient continus, année après année. Le fardeau économique retombait finalement sur la paysannerie. Les seigneurs finançaient la construction des châteaux par les impôts prélevés sur leurs locataires et par la réquisition de ressources et de main-d'œuvre. Les paysans devaient un service de travail, travaillant sur des projets de construction de châteaux pendant des jours ou des semaines, chaque année sans salaire. Ils payaient des impôts en argent, en récolte et en biens qui servaient à soutenir les maisonnées du château et à payer la construction. Lorsqu'un seigneur décidait de construire un château, les paysans de ces terres en supportaient une grande partie du coût par le biais de ces diverses exigences. Cette exploitation économique créait des tensions et du ressentiment. Les paysans, qui vivaient déjà au seuil de la subsistance, étaient poussés dans la pauvreté par les exigences de la construction et de l'entretien des châteaux. Les magnifiques forteresses qui symbolisaient le pouvoir noble étaient construites littéralement sur le dos des pauvres, dont le travail et les ressources les rendaient possibles. D'un point de vue moderne, l'allocation des ressources nécessaires aux châteaux médiévaux semble extraordinaire. La productivité de communautés entières pendant des années était consacrée à la création de structures dont le but principal était la guerre. Le coût humain du travail, le coût économique des ressources et le coût d'opportunité de ce qui aurait pu être accompli avec ces ressources était immense. Pourtant, les châteaux étaient essentiels pour maintenir le pouvoir et le contrôle dans le monde décentralisé et violent de l'Europe médiévale, ce qui rendait leur coût, aussi onéreux soit-il, une dépense nécessaire pour les seigneurs qui souhaitaient survivre. Nous avons parcouru la dure réalité de la vie dans un château médiéval, déconstruisant les fantasmes romantiques pour révéler une vérité froide, humide, malodorante, dangereuse et inconfortable. Du froid glacial qu'aucune cheminée ne pouvait dissiper, à l'absence totale d'intimité qui faisait de chaque instant de la vie un spectacle public, de la puanteur écrasante de l'hygiène primitive au fléau de la vermine qui infestait chaque recoin, de l'éclairage inadéquat qui laissait les habitants tâtonner dans l'obscurité, aux soins médicaux primitifs qui faisaient de la maladie une condamnation à mort potentielle, de la menace constante de la violence et des sièges aux options de divertissement limitées qui laissaient les gens désespérément en quête de distraction. Les châteaux médiévaux étaient loin des demeures de contes de fées que nous imaginons. Pour les femmes, la vie était encore plus difficile, tous ces inconforts étant aggravés par des restrictions légales, des limites éducatives, les horreurs de l'accouchement répété et des contraintes sociales qui leur refusaient les libertés fondamentales que nous tenons pour acquises. Pendant ce temps, le coût économique astronomique des châteaux pesait sur des communautés entières, façonnant la société médiévale de manière profonde. La vérité est que la vie privée dans un château médiéval serait absolument insupportable pour les modernes. Nous sommes habitués à des maisons chauffées avec des thermostats que nous pouvons régler à des températures précises. Nous attendons des chambres privées avec des portes qui se ferment à clé, des salles de bain que nous utilisons seuls avec de l'eau courante et des toilettes à chasse d'eau, de la nourriture facilement disponible, fraîche et variée, des espaces de vie sans nuisibles, des soins médicaux sûrs et efficaces, et des options de divertissement infinies disponibles sur simple pression d'un bouton. L'idée de vivre dans un froid constant, entouré d'étrangers, sentant les égouts et les corps non lavés, partageant nos lits avec des punaises de lit et nos maisons avec des rats, traitant les maladies par la saignée, faisant face à la menace constante d'une mort violente et n'ayant presque rien à faire pour se divertir, semble être un cauchemar, pas une aventure romantique. Que pouvons-nous apprendre de cette exploration de la réalité des châteaux médiévaux? Premièrement, cela nous apprend à apprécier les progrès incroyables du niveau de vie que l'humanité a réalisé. Le confort, l'intimité, l'hygiène, les soins médicaux et les commodités que nous avons aujourd'hui sembleraient de la magie impossible aux gens du Moyen Âge. Nous nous plaignons de désagréments mineurs
alors que nous vivons dans des conditions de confort et de sécurité dont les rois médiévaux ne pouvaient que rêver. Deuxièmement, cela révèle la résilience et l'adaptabilité remarquables des êtres humains. Les gens du Moyen Âge n'ont pas seulement survécu à ces conditions, ils ont construit des sociétés complexes, créé de l'art et de l'architecture durable, développé des technologies et des institutions, aimé, ri, élevé des familles et trouvé un sens à leur vie malgré des circonstances que nous trouverions insupportables. La nature relative du confort devient évidente. Ce qui nous semble intolérable était simplement normal pour eux, car ils ne connaissaient rien d'autre. Troisièmement, comprendre le contexte historique change notre perspective sur les problèmes contemporains. Lorsque nous comprenons ce qu'était réellement la vie quotidienne de nos ancêtres, nous apprécions les progrès tout en reconnaissant que certains défis humains fondamentaux, comme la recherche de sens, la construction d'une communauté et la gestion de la perte, transcendent les périodes historiques. Les gens du Moyen Âge ont fait face à ces défis dans des conditions bien plus difficiles que nous, et pourtant, ils ont persévéré. En regardant les châteaux médiévaux aujourd'hui, nous pouvons les admirer comme des monuments de l'ingéniosité, de l'ambition et de la réussite architecturale médiévale, sans romantiser la réalité de la vie entre leurs murs. Ces forteresses de pierre représentent la détermination humaine à créer la sécurité et à projeter le pouvoir dans un monde dangereux et incertain. Elles témoignent des compétences organisationnelles et de l'expertise en ingénierie des bâtisseurs médiévaux, qui ont créé des structures si robustes que beaucoup d'entre elles sont encore debout des siècles plus tard. Elles servent de documents historiques inestimables, nous enseignant la guerre médiévale, les hiérarchies sociales, la vie quotidienne et la culture matérielle. Mais ils sont bien mieux appréciés comme attractions touristiques, musées et sites historiques que comme résidences. Se promener dans un château médiéval par un après-midi ensoleillé, admirer son architecture et imaginer le passé est merveilleux. Y vivre réellement aurait été misérable. L'héritage des châteaux médiévaux s'étend au-delà des structures elles-mêmes. Ils ont influencé les styles architecturaux ultérieurs, le génie militaire et même l'urbanisme. De nombreuses villes européennes se sont développées autour de châteaux, avec des plans de rues et des quartiers façonnés par l'emplacement des châteaux. L'image romantique des châteaux a imprégné la littérature, l'art et la culture populaire pendant des siècles, inspirant d'innombrables histoires, même si elles ressemblent peu à la réalité historique. En fin de compte, notre voyage dans la réalité de la vie dans un château médiéval sert à la fois d'éducation et d'avertissement. Il nous éduque sur l'histoire telle qu'elle était réellement, pas telle que nous l'imaginons de manière romantique. Il nous met en garde contre la pensée nostalgique qui idéalise le passé tout en ignorant les difficultés très réelles que les gens ont endurées. Il nous rappelle d'être reconnaissants pour les progrès que l'humanité a réalisés, tout en restant humble quant aux limites de notre propre époque, que les générations futures pourraient considérer avec la même incrédulité choquée que nous ressentons face aux conditions médiévales. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration, des raisons pour lesquelles vous n'auriez pas aimé la vie privée dans un château médiéval. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation à la fois pour la dure réalité de la vie médiévale et pour le confort incroyable de l'existence moderne. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire, j'apprécierais que vous aimiez, partagiez et vous abonniez pour plus d'exploration des vérités fascinantes derrière les mythes historiques. J'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires. Quel aspect de la vie dans un château médiéval trouveriez-vous le plus insupportable? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces révélations? Jusqu'à notre prochaine aventure historique, restez au chaud, en bonne santé, et soyez reconnaissants de vivre maintenant, et non à l'époque.